Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 138 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, saga de crossover avec un autre sport, le scouting, dans le football. Donc, on se retrouve bien entendu pour notre saga d'intersaison, une saga de crossover, à la fois des crossovers de sujets, des crossovers aussi de personnes et d'invités, où on reçoit des guests, et puis crossover aussi de thèmes. Et donc, aujourd'hui, parmi ces crossovers, on va franchir la barrière du basket et, de nouveau, aller vers le football. Et en particulier, aujourd'hui, un domaine du foot qui, moi, m'intéresse évidemment, puisque j'ai un peu cette fibre-là dans le basket, c'est celui du scouting. Donc, de l'évaluation de joueurs. Et donc, bien entendu, je n'ai pas la compétence pour traiter de ce sujet moi-même. Donc, aujourd'hui, dans cette saga de crossover, on reçoit un guest pour nous en parler. Et cet invité, c'est Raphaël Cosmidis, que vous connaissez probablement. Raphaël Cosmidis, du média Coparena, avant de Vue du banc, bien entendu. Raphaël aussi de l'équipe. Et Raphaël qui, par ailleurs, est également entraîneur et éducateur de jeunes joueurs de football. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 3e numéro de notre saga, le crossover avec le scouting dans le football. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre série d'intersaison, nos crossovers, et aujourd'hui on va parler foot, vous allez voir. Et pour ça, on reçoit un invité de marque que j'ai le plaisir de recevoir. On reçoit Raphaël Cosmidis. Comment ça va, Raphaël ? Salut Guillaume, ça va très bien. En plus, on enregistre ça un grand jour pour la France, donc c'est encore plus beau. C'est vrai. On enregistre ça 2 jours après le 12 juillet, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, exactement, ouais. 2 jours après les 25 ans. Mais donc bref, Raphaël, que vous connaissez peut-être, Raphaël Cosmidis, de l'équipe, de Coparena et de Vue du banc aussi, du coup. Je pense que pas mal de monde te connaît de là aussi. L'équipe d'ailleurs, tu es sur le site, mais tu as fait aussi télé il y a quelques temps. Ouais, pendant la Coupe du Monde 2018, j'avais fait la télé, et là pendant la Coupe du Monde 2022, on a fait des salons tactiques en live sur Twitch avec Dan Perez et Zach Nani, ce qui était très sympa à faire, et puis éducateur au Red Star aussi depuis pas mal de temps. Raphaël aussi, auteur de tous les grands classiques, Comment regarder un match de foot, Les entraîneurs révolutionnaires du football, L'Odyssée du 10 et Comment gagner un match de foot. Alors d'ailleurs c'est marrant parce que à l'époque, je me souviens que certaines critiques de gens qui disaient « Oh, c'est un peu arrogant quand même », des gens qui sortent un livre qui s'appelle « Comment gagner un match de foot ». Il se trouve que parmi les auteurs, il y a un certain Julien Maumont qui a gagné cette année avec Le Havre. Ouais, qui est monté dès la première saison. Bon, après, il fait partie d'une grosse structure, hein. On peut pas tout lui mettre à son crédit, bien sûr. C'est un gros bosseur, et dans les livres d'ailleurs aussi, c'était le moteur des projets à chaque fois. Julien Maumont avec Christophe Huchely, avec Philippe Gargoff et Gilles Juan, et c'était Julien qui était un peu le directeur de la manœuvre, donc c'est pas étonnant finalement qu'il réussisse, ou en tout cas qu'il soit dans une structure et que la structure progresse, parce qu'il fait vite progresser les structures dans lesquelles il se trouve. Et animateur originel de Vue du banc d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a été très bref parce qu'on l'a lancé à l'Euro 2016, et à la fin de l'Euro 2016, il a commencé son boulot à l'époque à SFR Sport, qui est devenu RMC Sport. Et donc à partir de là, il avait une clause d'exclusivité qui lui empêchait d'apparaître dans d'autres médias autres qu'un livre, quoi. Oui. Bon, je suis désolé si ça se voit de suite que je suis un peu un grand fan de Vue du banc. Je fais un peu mon fanboy. Et Raphaël aussi, évidemment entraîneur au Red Star chez les U14, hein, c'est ça ?
J'ai fait U12, U13, U14, U15 et la saison prochaine ce sera les U16 dans un championnat U17 parce qu'on aura quasiment que des premières années dans un championnat U17 régional. Donc je monte petit à petit en catégorie d'âge. Eh bien, bonne chance du coup. D'ailleurs, la saison s'est bien passée là, qui vient de s'achever. Ouais, saison éprouvante, mais un groupe de joueurs très très, comment dire, j'allais dire un truc militaire, mais non, un groupe de joueurs qui a adhéré au discours, qui était à l'écoute, vraiment un groupe sur lequel tu pouvais t'appuyer et tu savais qu'ils allaient suivre les directions données et qu'ils allaient en créer eux-mêmes. Et ça, c'était très positif parce que c'était une génération avec laquelle on partait au tout début d'assez loin par rapport au niveau de compétition requis et ils ont réussi à beaucoup progresser, à s'améliorer et à constituer un groupe parce qu'ils avaient un état d'esprit incroyable. Donc ça, c'était un vrai plaisir. Ça a été parfois dur sur le plan des résultats. Il y a eu des passes très difficiles parce qu'on entre dans une compétition en U14 où il y a des descentes, des maintiens, donc ça met un enjeu sportif qui pour moi arrive un peu trop tôt dans la carrière des joueurs. Quand tu as 14 ans, tu peut avoir un impact négatif sur l'avenir de ton club parce que tu fais descendre d'une division. Je trouve ça un peu violent, surtout que ça mène à s'écarter un peu de la formation pour privilégier le résultat. Et le résultat, tu l'as pas toujours en cherchant les choses les plus ambitieuses ou les choses qui développent le plus les joueurs. Donc c'est un peu dommageable, mais on a réussi à s'en sortir en essayant de faire progresser les gamins, en essayant d'être ambitieux et en essayant d'avoir en même temps des résultats. Donc ça, c'était très, très positif. Et puis j'ai été 2 ans avec les mêmes gamins. Donc à la fin, tu tisses des liens et j'espère que ça se passera bien pour eux la saison prochaine en U15. Et puis qui sait, dans 2 ans, ça se trouve, je les retrouverai quand ils auront grandi et qu'ils reviendront en U16. Et pourquoi pas un jour en équipe de France, à la place de Didier Deschamps. Si un jour, d'ici les 40 prochaines années, il n'y aura plus de Deschamps, ce sera peut-être toi. On verra, il y a le temps avant ça. Il y a le temps. Ah oui, si, il fallait que je précise aussi. On a des points communs quand même. Je sais que tu es très fan de Pierre Bénichou, toi aussi. Oui. Mais par contre, on a aussi des points qui nous opposent parce que un de mes souvenirs d'enfance, pour toi, il était heureux, pour moi, il était malheureux. C'est un certain but en argent. Voilà. Je m'étais pris d'affection pour la République tchèque. Mais je sais que toi, avec la Grèce, c'était une bonne, très belle émotion. Donc tu partages avec Christophe Kuchli certains défauts. Bon, écoute, faut pas être parfait. Bon. Je vais pas enchaîner sur le fait que tu es Steven Gerrard et que moi c'est plutôt Frank Lampard. On a déjà fait assez. Bref. Donc oui, tu as accepté cette invitation un peu loufoque que je t'ai lancée, donc je te remercie. Et donc pour rappeler, on est dans notre saga d'intersaison où on fait un peu des crossovers. On essaye de le faire pour parler de jeux autres que le basket. Et donc aujourd'hui foot et un thème en particulier. Justement avec toi qui tu en as parlé, tu es entraîneur et éducateur. Alors peut-être d'ailleurs tu pourras nous dire un peu la différence que tu fais toi entre les deux, mais bref, ça appuie un peu sur ton expérience de ça, bien sûr, de ton métier à la fois d'entraîneur mais aussi du coup d'observateur du foot pro, on peut dire, pour essayer un peu de parler de scouting, puisque donc moi dans le basket, c'est vrai que j'adore le scouting depuis du coup ça fait 10 ans, ça fait une dizaine d'années. Et je sais que justement, c'est un truc sur lequel j'ai toujours été un peu sur ma faim. Je trouve que médiatiquement, il n'y a peut-être pas autant de ressources sur le net gratuites. En tout cas, à l'époque, il y a 10 ans qu'on pouvait trouver sur le basket. Mais bref, on va en parler. Donc voilà, le programme assez simple. Aujourd'hui, c'est juste le but de parler un peu de scouting dans le sens scouting, analyse de joueurs, évidemment, évaluation de joueurs, pas de scouting, aller scouter un adversaire ou une équipe, bien sûr. Est-ce que ce programme te va, Raphaël ? Oui, très bien, ça me va. C'est assez large. Si tu veux, on pourra même parler basket, parce que je me prends au jeu de tes derniers tweets sur les Nike Hoop Summit, là où j'essaie de reconnaître les joueurs, et je suis souvent dans le fan casual quand même. Il y en a un où j'ai failli atteindre le fan... expérimenté, ou je sais pas comment tu l'avais dit, fan sérieux, fan sérieux, mais j'ai douté sur certains visages, donc voilà, je suis un de plus en plus grand fan de basket, surtout de NBA, mais bon, après c'est difficile de suivre en même temps le foot et le basket. Oui, je le sais de l'autre côté, du coup, je sais ce que c'est justement de l'autre côté. Ouais. Mais oui, je sais que justement vous êtes assez fan de NBA aussi. On l'entend sur Vue du banc depuis des années. Aujourd'hui, Coparena, bien sûr. Abonnez-vous à Coparena. Et donc oui, je vais parler de basket un peu de facto, puisque je vais un peu m'appuyer sur ce que moi je sais du scouting pour te faire des parallèles, ou en tout cas essayer
de te poser des questions. Mais bref, mais donc peut-être pour commencer un peu plus globalement sur ce côté un peu culture du scouting, si on peut le dire comme ça. En fait, très simplement, j'ai envie de te poser la question. Toi, en tant que membre d'un média foot, justement, et même en tant que consommateur, qu'est-ce que tu dirais où on est, la culture scouting ou le scouting de joueurs en général dans le foot? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu moins développé que le basket, mais c'est peut-être juste une impression. Qu'est-ce que toi, de l'intérieur, comment tu perçois la chose? Ça s'est quand même beaucoup développé ces 10-15 dernières années, notamment à travers les sites et les réseaux sociaux. Là, on est en 2023. Moi, j'ai rejoint Twitter en 2011, à une époque où le suivi sport sur Twitter, c'était surtout faire des vannes. On n'était pas nombreux et c'était à qui aurait la meilleure blague sur ce qui se passe sur TF1, sur tel match de l'équipe de France, ou sur Canal, sur tel match du PSG. Ça a beaucoup évolué. Il y a eu une longue période du foot où il y a encore d'ailleurs quelques gens old school où le scouting, c'était aller sur le terrain, observer un joueur. C'était ça. Il y a eu ensuite, dans un deuxième temps, la partie vidéo qui s'est développée alors au départ avec les cassettes, ce qui était assez drôle parce que quand le PSG recrutait des joueurs catastrophiques, c'était toujours ah ouais, mais sur les cassettes ils étaient très forts. La fameuse cassette Everton Souza, c'est ça? Exactement, ouais. Mais c'était quand même le début du scouting quelque part, cette idée-là des cassettes. Même si Everton Souza, il y avait déjà Internet, donc en théorie ils auraient déjà pu s'informer là-dessus. Et puis il y a la dernière partie qui s'est beaucoup développée depuis la fin des années 2000, début des années 2010, même si les stats sont arrivés bien avant ça, mais l'explosion des stats dans les années 2010, où c'est vrai que le foot s'intéressait peu aux data, dans un premier temps déjà pour analyser un propre match et ensuite pour analyser des joueurs. Et aujourd'hui, tous les clubs sérieux, ou en tout cas qui ont une cellule de recrutement ou une méthode de recrutement structurée, s'appuient sur la data, qu'elle soit fournie par tel ou tel fournisseur, que ce soit un site, que ce soit des plateformes, que ce soit des prestataires autres, divers et autres, mais ouais, c'est ce triplé visionnage, plus data, plus terrain, qui est complet aujourd'hui dans le foot et qui n'existait pas il y a 15-20 ans, où c'était beaucoup de réseaux, beaucoup d'observations terrain et beaucoup moins de vidéos et de data, alors qu'aujourd'hui tu peux avoir les datas de quasiment n'importe quel championnat grâce à certains fournisseurs, et tu peux regarder n'importe quelle vidéo de quasiment n'importe quel match dans le monde grâce à d'autres plateformes vidéo comme Wescout, comme Instat, qui enregistrent tout. On a fait à l'équipe une formation tactique pour les journalistes, où j'animais la formation en gros pour éveiller à certaines idées, et je leur montrais notamment l'utilisation de Wescout, où en gros tu peux aller voir les matchs de Carlos Baleba, donc là c'est un milieu de terrain lillois, hein. Je parle pour les gens qui suivent pas forcément le foot, qui arrivait du Cameroun, et tu peux aller voir sur Wescout les matchs qu'il faisait quand il avait 16 ans au club des Brassiers du Cameroun, sur des terrains folkloriques. Donc ça a vraiment passé de pas grand chose à énormément de choses en une quinzaine d'années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux recruter sans sortir d'un bureau, même si ça peut révulser les anciens de l'école de recrutement du foot français. Oui, parce qu'il y a un peu toujours ce faux procès de les stats ça fait pas tout, ou comme tu dis le scouting en ligne ça fait pas tout, c'est pas parfait, alors que ça n'a jamais eu la prétention de l'être. Je pense que le bon scouting ou la bonne évaluation elle se fait sous différents angles. Après t'en as pas parlé, mais il y a aussi le scouting par agent, c'est-à-dire tel directeur sportif qui a mis avec tel agent. Ouais, c'est ce que j'appelais les réseaux, ouais. Ça c'est un scouting financier, c'est un peu différent. Non, mais alors blague à part, c'est vrai que tu commences directement en séparant en deux parties, et c'est vrai que c'est intéressant parce que de l'extérieur, moi vraiment je suis pas le foot au quotidien comme j'aimerais le faire, ou comme à 100% quoi, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a, comme tu dis, un peu un développement qui se fait dans les deux domaines, c'est-à-dire à la fois au niveau des clubs une certaine professionnalisation dans ce domaine d'une part, mais aussi d'un point de vue médiatique où on a ce concept un peu de scouting qui s'est développé auprès de certains médias, on va dire. C'est peut-être pas encore le cas chez les très grands médias un peu mainstream ou populaires, mais c'est vrai qu'on a un peu le développement, encore une fois je répète ce mot de culture, mais parce que vraiment c'est quelque chose d'assez important justement aux États-Unis, enfin pas que en NBA, hein, vraiment dans le sport US, il y a vraiment cette culture du scouting ou de l'évaluation de joueurs. Bon, historiquement au baseball il y a toujours
il y a les fameux 5 tools, les 5 outils. Bon, je ne vais pas les détailler, mais c'est genre vitesse, lancer, je sais pas quoi, j'en ai oublié. En NFL aussi, il y a toujours cette culture aussi là, avec des gens qui ne suivent que les ligues universitaires toute l'année et qui du coup ne regardent pas vraiment la NFL parfois. NBA, t'as un peu la même chose. Et c'est vrai que, bref, pour boucler la boucle, il y a un peu ce développement-là qui est fait dans les deux domaines, à la fois la professionnalisation des clubs, du coup, mais aussi sur la scène un peu média. Ça vient notamment, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais pas tellement des grands médias, mais surtout finalement un peu du monde amateur. Et comme tu disais, les threads ou les vidéos Twitter ou YouTube, où c'est littéralement des amateurs qui font un peu le boulot, quoi. Ouais, bah en fait, ils font publiquement ce que on imagine que les structures professionnelles font en privé, ce qui est souvent le cas. Ouais. Sauf que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20-25 ans. Et c'est vrai que maintenant, tu peux avoir des... Mais finalement, comme dans pas mal de choses, il y a les réseaux sociaux, parce que ça permet d'exposer le travail et le talent plus facilement. Si t'es quelqu'un qui écrit bien et qui va réussir à exposer sur Twitter le fait qu'il écrit bien, bah peut-être que tu vas devenir journaliste, auteur, écrivain, peu importe, alors que c'était autrement que ça fonctionnait à l'époque. C'est un peu comme l'essor des blogs à un moment, où les gens faisaient des choses de manière amateur ou non professionnelle, ou par loisir, par plaisir, et puis parfois c'était tellement réussi qu'ils devenaient, qu'ils intégraient le milieu. Et ça, je pense que c'est le cas dans plein de domaines. Là, on est dans le sport, mais je pense que ça vaut pour pas mal de choses. Et c'est intéressant le parallèle que tu fais avec les sports universitaires américains, parce que la grande différence qu'il y a avec la France, c'est que c'est des sports qui sont couverts médiatiquement, et des catégories d'âge qui sont couvertes médiatiquement. Oui. Là où en France, si tu vas chercher en 3e, 4e division, ou les matchs des jeunes, pendant très longtemps, c'était impossible de les voir. C'est-à-dire que tu pouvais pas voir les matchs des 17 nationaux, des 19 nationaux, de Youth League. Toutes ces compétitions-là n'étaient pas diffusées, ou très rarement. Et aujourd'hui, bah, tu vas tomber sur Twitter à 10h30 du matin, un lendemain de match de Youth League, sur une compilation d'un attaquant de 17 ans du Paris Saint-Germain. Oui. Et ça participe aussi à une démocratisation à la fois des images. Ça, j'en reviens à ce que je disais sur les plateformes comme Wisecout qui en gros recueillent tous les flux et les mettent en ligne. Et ces flux permettent ensuite, en plus, de faire des stats. Donc les deux explosions vidéo et stats sont liées parce qu'il te faut les images pour faire des stats. Oui. À partir du moment où tu n'as pas les images, c'est pas un mec qui est posté dans le stade à Yaoundé qui fait les stats, quoi. C'est un gars qui est en Inde souvent, qui va visionner le match et qui va coder le match avec tous les événements stats du match. Et il y a alors je sais pas combien ils sont, j'avais lu un article là-dessus, mais pour les sites comme StatBomb ou autres, ils sont des centaines, voire des milliers en gros, à couvrir tous les matchs des championnats en question, pour noter tous les événements et les mettre en ligne. C'est pas du tout automatique. On n'est pas encore, si tu veux, à l'utilisation du tracking, comme ça peut être le cas en NBA, où tu peux avoir tout qui est évalué et tout qui est noté, surtout tout qui est mesuré. Dans le foot, on n'y est pas encore. Par exemple, les données de distance parcourue, de sprint à haute intensité, et ainsi de suite. Ça, c'est fait via des GPS la plupart du temps. Les technologies sont censées se développer à terme pour pouvoir, avec une caméra qui voit tout le terrain, mesurer la distance parcourue, les sprints à haute intensité, les distances de marquage comme il existe au basket, la séparation, quoi, si on devait appeler ça au basket. Je pense que c'est ça le terme. Et en foot, alors c'est pour diverses raisons qui empêchent de le faire, on n'en est pas encore là. Le terrain est plus grand, les moyens technologiques demandés sont énormes, et c'est pas des ligues fermées, donc c'est difficile de répliquer les mêmes outils partout. Mais on y vient petit à petit, au moins sur les grands championnats. Et on est encore, je pense, loin de ce qui pourra être publiquement le maximum des données qu'on aura sur les joueurs. Parce qu'il y a déjà des instituts, des universités, des boîtes qui bossent sur ces distances de démarquage, sur l'espace que les joueurs arrivent à se créer sans ballon par leur déplacement. Et ça, c'est l'avenir aussi, parce que le foot, pour l'instant, je digresse un peu, mais c'est surtout mesurer les événements avec ballon. Et là où le basket, je pense, mesure quasiment tout. Et le foot a besoin, parce que le foot, t'as quand même peu souvent le ballon, a besoin de s'améliorer aussi sur ce que font les joueurs quand ils n'ont pas le ballon, et de donner du sens à ces informations physiques-là. Et ça oui. C'est un champ des possibles qui est énorme et qui doit se développer. Bah, on est quand même sur un jeu beaucoup moins séquencé avec le foot. Et d'ailleurs, c'est un peu toute la beauté, c'est que c'est apprendre à gérer ce chaos, en fait. Et il y a beaucoup moins de séquences. Et à l'opposé de ce spectre-là, t'as le baseball, où c'est justement aucune interaction, c'est vraiment que des séquences très courtes et très précises. Donc là-dessus,
Ah, ou le foot US, qui ressemble beaucoup, tu vois, enfin, qui est très séquencé aussi, ouais. Mais et ça, c'est génial pour les stats, parce que t'arrives à capturer le jeu, comme tu dis, à capturer les moments, ou capturer les faits, en fait, et t'as pas ça en foot. C'est vrai que c'est plus difficile, mais bon, après, je crois, pour rejoindre ce que tu dis aussi, je crois que c'est quoi? C'est Opta aussi, où j'avais vu un reportage où, comme tu dis, en fait, c'est les mecs qui recrutent des tonnes et des tonnes, de gens un peu amateurs à la base, qui en fait se mettent derrière un PC tous ensemble et, et comptent à la main, en fait, hein, presque les données, on est. Bah ouais. Et ils les prennent en Inde parce que ça coûte moins cher. En fait, c'est des ouvriers de la data. C'est des... Ouais. Mais je sais pas combien ils sont pour couvrir tout ça, parce qu'ils couvrent tellement de championnats. Déjà, mettre les matchs en ligne, récupérer les flux du monde entier de divisions, toutes les divisions professionnelles, je sais pas combien de gens ça mobilise, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est marrant sur Wisecout, pour continuer, c'est que ils ont aucun tarif officiel sur leur offre. Ils négocient directement cas par cas. Ouais. Et du coup, c'est très... Enfin, j'imagine que les gens échangent entre eux, mais tu sais pas trop combien ça va te coûter, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant comme fonctionnement, là où peut-être qu'une autre boîte dirait, bah, tel forfait c'est tant, tel forfait c'est tant, tel forfait c'est tant. Mais ils font tête par tête, cas par cas, pour, j'imagine, développer leur business de manière idéale. Mais ça montre aussi que le foot est tellement énorme, et qu'il y a des joueurs tellement partout, et des terrains tellement partout, et des datas tellement partout, que ça dépend de ce que le tel club veut. Et en gros, l'offre, elle est vraiment sur mesure par rapport à ce que un club, un média, un agent va demander comme outil. Oui, évidemment. Alors c'est marrant, parce que du coup, tu fais tout de suite le lien scouting data. Ça te paraît une partie assez primordiale de les stats directement dans le scouting un peu football? On est un peu obligé de passer par là? Bah, ça dépend de l'âge du joueur que tu vas observer. Notamment parce que sur les catégories de jeunes, il y a très peu de stats disponibles. Je suis même pas sûr qu'il y ait des... J'imagine qu'il y a des boîtes qui le font, mais puis pour l'instant, c'est pas un enjeu majeur. En gros, il n'y a pas de stats sur des matchs de jeunes de 16, 18, 20 ans. J'imagine qu'il y en a énormément au basket. Rien qu'avec les stats bruts du basket qui sont beaucoup plus développés que le foot. Mais au foot, il n'y a pas ça. Donc, si tu veux, sur des catégories de jeunes, et maintenant ça scoute littéralement à partir de U9, U10, les clubs pro, tu vas pas avoir de données chiffrées. Donc ça va être de l'observation terrain et de l'observation vidéo à partir de 15, 16, 17 ans, parce que de plus en plus de matchs sont filmés. Par contre, une fois que tu arrives chez les pros, quand tu as 2, 3, 4 millions à mettre sur un joueur, même moins, en fait, moins tu as de moyens, plus ça va être important de bien scouter. Parce que quand tu es un grand club comme le Barça, le PSG, le Real, le Bayern, tu atteins un niveau de joueur où en fait tu sais qui tu recrutes. Oui. C'est très rare finalement de... Peut-être que tu vas faire un arbitrage entre deux joueurs parce que les données vont être plus impactantes chez un joueur que chez un autre. Il y a le cas de Liverpool il y a quelques années où le club voulait recruter Julian Brandt, qui était à Leverkusen à l'époque. Et le directeur sportif du Liverpool, qui avait créé une cellule qui était vraiment basée sur la data, a dit non, il faut recruter Mohamed Salah, c'est à peu près le même prix, sauf que Salah a des chiffres les 1000 fois supérieurs et beaucoup plus concrets. Et Klopp a accepté, et ça a plutôt bien payé, parce que Mohamed Salah est maintenant un des plus grands joueurs de l'histoire de Liverpool. Mais quand tu es un très grand club, t'as pas besoin de... Ça peut te rassurer, ça peut te faire douter sur certaines choses, mais les clubs décident pas forcément par rapport à ça. En tout cas, pas sur les joueurs qui vont recruter dans la force de l'âge. C'est-à-dire que quand ils vont prendre des paris sur d'autres joueurs, ils peuvent scouter avec la data, mais sur les plus grands, c'est pas ça qui va les faire se décider ou non. Quand Florentino Pérez au Real décide de prendre Modric, décide de prendre Kroos, décide de prendre James Rodriguez, c'est pas par rapport aux data. C'est parce qu'ils ont brillé et qu'il a envie de les prendre. Oui, c'est un peu politique en plus. Oui, il y a un côté marketing aussi. Par contre, quand t'es un club qui est en National, qui est en Ligue 2, qui est en Ligue 1 et qui a un budget relatif, mais t'as besoin d'avoir quand même aujourd'hui, de passer un peu par ce filtre-là. J'estime, il y a des clubs qui ne le font pas, mais des clubs que je sais qui bossent sérieusement, la plupart le font. T'as besoin quand même d'avoir quelque chose de relativement objectif, même si la data sera jamais totalement objective, parce que ça dépend quel filtre de chiffres tu mets en place, et l'un chiffre, même s'il est brut, n'est jamais totalement objectif, parce qu'il faut le contextualiser. Mais par contre, ouais, ça me semble indispensable dans le foot d'aujourd'hui, surtout vu la concurrence et le risque, en fait, les enjeux financiers qui sont présents. Ouais. Tu rates un transfert à 3-4 millions, mais on le voit, il y a des clubs qui tombent maintenant de manière administrative ou financière parce que
ils ont fait des paris en se disant on va engager tant de frais et puis si on monte, on sera sauvé. Mais si tu montes pas, tu coules. Donc tu as vraiment un droit à l'erreur qui est de plus en plus faible parce que le foot est pas dans une période, c'est pas une bulle financière, quoi. Là où je pense que la NBA ne s'est quasiment jamais bien aussi bien portée financièrement. Ah oui, ça c'est vrai que actuellement les différences d'actualité entre la NBA qui s'apprête à signer un nouveau contrat record pour ses droits télé et de l'autre côté tous les clubs historiques un peu qui sont en train de couler ou les affaires de copropriété, c'est vrai que c'est pas le même monde, quoi. Après c'est un écosystème totalement différent, c'est une ligue fermée, il y a 30 équipes, peut-être plus bientôt, les droits sont négociés en même temps, c'est beaucoup plus je trouve la NBA beaucoup plus transparente. Je pense que c'est beaucoup plus dur de faire des micmacs, pour reprendre de faire des micmacs dans le basket, parce que j'ai l'impression que tout est quasiment public. Alors que, en tout cas en NBA, je parle de NBA uniquement, je pense que dans certains championnats européens, ça doit être assez folklorique aussi. Mais en foot, c'est très opaque. Donc raison de plus de bien bosser parce que tu sais jamais vraiment combien un club a payé, quoi. À part ceux qui sont en bourse, il n'y a jamais de chiffre officiel. Tu parlais de Liverpool et le centre data de Liverpool qui plaidait pour Mo Salah. C'était plus Damien Comolli, non ? Non, c'était plus Damien Comolli, mais il y avait des gens qui en gros étaient de cette mouvance-là. Parce que Damien Comolli aussi a été quelqu'un qui s'est beaucoup appuyé sur les stats lors de ses passages dans divers clubs. Et d'ailleurs, encore à Toulouse. Oui, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais il le revendique. Mais à Liverpool, on s'en souvient surtout pour... c'était Steve Downing et Andy Carroll, c'est ça ? Ouais, Andy Carroll. Après, il te dira, on a aussi recruté Luis Suarez et Jordan Henderson. C'est vrai. Il te dira ça. C'est vrai en plus. Bon. Et c'est vrai. Oui, non, mais après, tu peux pas tout réussir, mais bien sûr. Ça m'a fait... Non, du Liverpool, pardon, pour revenir à la cellule, en gros, Liverpool est allé chercher des doctorants ou des mecs qui avaient des PhD, vraiment des docteurs, des mecs qui sortaient du MIT pour créer des modèles stats qui leur disaient qu'il fallait recruter et qu'il fallait suivre. Ouais. Donc ils ont vraiment pris des têtes, des mecs qui étaient parfois dans la recherche atomique, dans la recherche nucléaire, qui étaient des ingénieurs en physique, en chimie, peu importe. Et ils leur ont dit, voilà, l'enjeu maintenant, c'est d'identifier les meilleurs joueurs à recruter. Et c'est de cette période-là que sont venus les Mané, les Salah, les Van Dijk, les Alisson Becker, les Robertson, qui avaient coûté très peu à l'époque et qui étaient un peu surprenants comme recrutement. Beaucoup de joueurs en fait. Une période où les recrutements s'est très peu trompé. Diogo Jota aussi, qui a été recruté pas très cher, mais bizarrement dans un club où il n'était pas totalement indiscutable alors qu'il était dans le ventre mou en deuxième partie de tableau en anglaise, mais parce que ses chiffres avancés étaient très bons. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et c'est marrant parce que l'influence de la data à Liverpool a créé un peu un schisme entre les entraîneurs et les gens des bureaux, parce que petit à petit, Klopp et son staff ont voulu récupérer de plus en plus d'influence. Et ça a mené notamment à la démission de 2 directeurs sportifs de suite de Liverpool, qui eux se basaient sur le même fonctionnement qu'avant, en passant beaucoup par la data, beaucoup par l'analyse via des algorithmes créés par les chercheurs du club. Donc il y a aussi ces enjeux-là politiques entre, en gros, qui a le pouvoir et qui va influencer la décision sur le recrutement, sur le scouting, par rapport à est-ce que c'est du réseau, des terrains, l'observation personnelle, ou est-ce que c'est quelque chose de plus brut et peut-être un peu plus froid, où on se base sur des années, des dizaines d'années de data. Ouais. Et je me demande même si le fameux Billy Beane, donc, qui a un peu lancé la révolution au baseball début années 2000, il n'est pas parti dans des clubs de première ligue pour faire des modèles stats, justement. Je sais plus s'il est parti dans les clubs de première ligue, mais il est lié à pas mal de gens qui se sont implantés petit à petit dans beaucoup de clubs de première ligue ces dernières années. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a l'histoire de Brentford qui avait été racheté par quelqu'un qui venait du monde des paris sportifs. Et il y a énormément de gens en fait qui viennent des paris sportifs et qui ont pris des clubs et qui ils ont fait réussir. Je crois qu'à Brighton c'est pareil aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Et Brighton, c'était le club de son cœur et le club de sa ville, et il voulait les faire remonter. Et en gros, les gens dans le betting, et c'est pareil, je pense, en basket, en baseball, ont été les premiers à faire des stats. Ah oui, forcément. Ouais. Parce qu'eux, il fallait bien qu'ils créent des modèles qui leur faisaient gagner de l'argent et qui en faisaient perdre aux parieurs. Oui. Donc les algorithmes, les premiers, ils viennent du monde du pari sportif. Un peu comme d'ailleurs les stats venaient au départ des casinos. C'est-à-dire que le casino, les jeux d'argent, les jeux de cartes, c'est plein de stats, quoi. Oui, bien sûr.
La théorie des jeux mathématiques. La roulette, c'est de la stat, ouais, c'est des maths. Ouais, tout à fait. Tout ça, ça vient de là, tu vois. Et le blackjack, pareil, etc. Donc, il y a plein de choses là-dessus qui ont influencé les clubs derrière. Et Billy Beane, qui est passé, il me semble, par les Red Sox. Parce qu'après non, il a parlé par Oakland, les A's. Et après, il est pas allé aux Red Sox après Non, je crois que l'histoire, c'est qu'il a refusé une offre astronomique pour les Red Sox et finalement, il n'a pas été. Okay. Un truc comme ça. Regardez le film. J'avais vu Le Stratège en plus, mais tu vois. Mais ça a influencé plein d'équipes en baseball, dont les Red Sox, qui étaient propriété de ceux qui ont racheté Liverpool. Donc là, en fait, l'arrivée des Américains dans le foot européen a pas mal aussi changé la manière de travailler. Ouais. Et donc on a Liverpool ou Brentford qui font des décisions sur les conseils de Billy Beane et d'ingénieurs. Et de l'autre côté, James Corden qui dit au propriétaire de Chelsea de prendre Frank Lampard. Et on le prend. Bon, c'est pas grave, c'est un sujet pour un autre jour. Mais c'est ta pépite, Frank Lampard. Donc, c'est mon idole. Mais bref. Non, alors juste pour revenir, parce que là on a parlé beaucoup du monde pro en fait, pour revenir aussi sur sur un plan un peu plus médiatique, le côté scouting sous cet angle-là médiatique, c'est vrai que moi je suis toujours un peu étonné de cette différence qu'on peut voir entre le sport américain, du coup médiatiquement, où on a un peu cette tradition de parler un peu d'évaluation de joueurs et de rentrer dans des détails un peu du profil. Alors, pas tout le temps en détail, mais pour ceux qui veulent, je trouve qu'il y a. Ce que je trouve qu'on n'a pas eu tout le temps, où c'est un peu arrivé récemment, et un peu comme on a dit depuis le milieu amateur, on n'a pas toujours ça dans des grands médias, ce côté vraiment le scouting d'un point de vue, on a un tel joueur, on va dire dans quoi il est fort et dans quoi il est pas fort. Et d'ailleurs, il y a un exemple un peu frappant, moi, qui m'a marqué, c'est par exemple en France, certaines émissions où des gens étaient un peu surpris ou même un peu choqués de se dire, mais comment ça se fait que Wembanyama, il est projeté pour être le first pick de la draft, alors que le mec, il fait des performances qui sont bonnes, mais en gros, dans la ligue française, quoi, qui est pas une bonne, qui est pas trop non plus, enfin, qui est loin du niveau NBA, pour le dire comme ça. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté dans le foot, alors tu me dis si je suis totalement faux ou pas, mais c'est un peu ma perception. Il y a un peu ce côté où on s'attarde un peu moins sur peut-être les nuances d'un profil de jeu, voire même les nuances d'une équipe, sa manière de jouer, le type de construction, le type de jeu, quel profil peut aller là, etc. On s'attarde moins sur le côté profil que sur le côté niveau de jeu peut-être et niveau de performance. Et avec l'exemple de Wembanyama, c'est les gens ne comprenaient pas, se disaient mais il fait des perfs en France, comment est-ce que les Américains peuvent le voir comme le futur premier choix de la draft? Alors qu'en fait non, c'est eux, ils sont dans une logique aux États-Unis aussi beaucoup, et dans le scouting, on fait une évaluation vraiment du profil en lui-même, force, faiblesse, marge de progression, etc. Est-ce que je suis totalement dans le faux sur cette Est-ce que tu parles des jeunes joueurs en particulier ou pas? Un peu de tout, je trouve, un peu de tout. Parce que je pense que cette fascination, cette obsession d'analyser les joueurs au basket, elle vient aussi, au basket et en NFL et en NHL, elle vient et du baseball aussi, elle vient parce qu'il y a la draft. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses un choix. En gros, il y a déjà cet enjeu-là d'avoir un pic haut ou bas, de trade les pics, et puis quand tu as un bon pic, de pas te tromper. Alors qu'au foot, tu formes tes propres joueurs. Donc l'enjeu est, pour une bonne partie des clubs. Et les moyens sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire que si t'es Amiens, ça sert à rien que tu saches si les joueurs formés par le Real ils sont bons ou pas, parce que tu vas rien en faire. C'est pas toi qui vas les recruter. Tu vois, au basket, je veux dire, il y a 30 équipes qui peuvent avoir un premier pic de draft si le scénario tourne bien ou mal, ça dépend de ton objectif en début de saison. Donc il faut que tout le monde s'intéresse à tous les joueurs qui vont être disponibles à la draft, parce que tu sais jamais, tu peux trade pour choper ce joueur-là ou quoi. Ouais. Au foot, c'est pas du tout le même environnement. Et comme c'est pas du tout le même environnement, et comme il y a tellement de joueurs, c'est ça aussi qui est difficile. Qu'il y a tellement de joueurs. En gros, la draft, tu sais qu'il y a, il y a 60 joueurs qui vont être choisis. J'imagine qu'à un moment de la saison, ça se joue entre, 75-80 mecs peut-être.
les 60 qui vont être pris. Ouais. Donc ça donne quand même moins de joueurs à observer, j'imagine. Alors au départ, j'imagine qu'il faut trier beaucoup plus. Mais à la fin, tu arrives quand même sur une liste de joueurs que les médias nombreux et les franchises peuvent vraiment étudier de manière approfondie. En foot, tu peux prendre un joueur en Japon, tu peux prendre un joueur au Cameroun, tu peux prendre un joueur en MLS, et il peut débarquer à tout moment dans ton club. Et je pense que il y a une telle masse de joueurs à analyser que finalement, quand un joueur débarque, je te prends l'exemple là, Kouzaïev, là, qui vient du Zénith pour signer au Havre, personne ne le connaît. C'est-à-dire que nous, en France, personne ne l'a vu jouer. À part Julien Maumont. Non, à part Julien Maumont, ouais, bien sûr. et quelques recruteurs, j'imagine qu'ils l'ont vu. Mais tu vois, dans les médias, c'est dur de pondre d'un coup 2 jours après ou le lendemain. Avec Kouzaïev, c'est ça. Parce que tu pouvais pas anticiper. Là, quand tu vois, je sais pas, je prends un joueur, peut-être pas un des premiers pics de draft, tu vois, mais le 34e de la draft, je sais pas où il a débarqué cette année, j'ai pas suivi la fin de la draft ou la deuxième partie, mais tout le monde le connaissait. Tu veux dire que c'est un peu cette culture draft qui influence aussi sur le côté, on n'a pas cette tradition de parler de profil en soi, quoi. Bah ouais, je pense beaucoup, ouais, parce qu'en fait, on n'a pas pour le téléspectateur classique, le scouting des mecs de 18, 19 ans, 20 ans qui jouent dans les équipes de jeunes ou les équipes universitaires pour faire le parallèle avec le sport américain, c'est pas quelque chose d'important. Tu suis les joueurs de 17-18 ans de ton club si tu suis ton club. Mais tu sais pas ce que vaut le mec de 19 ans qui est formé à Lens, à Lyon, à Nantes si tu supportes Toulouse. Tu le sais pas beaucoup, quoi. Ouais. Tu l'as rarement vu jouer. Alors que si tu supportes les Lakers, même si t'as pas le premier pick de draft, t'as le 28e, ben, tu connais le niveau du mec qui va être pris en 7, en 8, en 6, parce que peut-être que t'es tombé sur un match universitaire à la télé, peut-être que le gars c'est déjà une star quelque part. Tu vois, c'est pas du tout le même monde. Ça veut pas dire qu'il y a moins de scouting, parce que quand tu vois un Mathieu Bodmer parler des jeunes joueurs en France, il connaît quasiment toutes les générations. Oui. Mais par contre, ça se transmet moins, ouais, je suis d'accord avec toi, dans le média grand public. Mais c'est parce qu'il y a trop de joueurs. Puis il y a des mecs qui à 18-19 ans, personne ne connaît, et en foot, à 23-24 ans, ils sont très bons. Après, j'ai envie de dire que là, dans le basket, j'ai l'impression que ça existe aussi, pour le coup. Des mecs qui, à 18-19 ans, sont pas du tout prêts. Et puis, j'ai l'impression que, par exemple, Miami, cette année, c'était ça, quoi. C'est des mecs que personne ne suivait à 18-19 ans, en tout cas pas les premiers choix de draft, et qui à 25-26, avec du boulot et de l'acharnement, sont capables d'aller en finale NBA. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que la masse est pas du tout la même, en fait. La masse à analyser. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que tu vois, moi j'ai toujours aimé écouter Vue du banc, parce que justement j'avais un peu l'impression que vous parliez de choses un peu concrètes, quoi. Pas juste, lui il est bon, lui il est pas bon, lui c'est une révélation, lui il est décevant, ou ce genre de trucs. J'ai un peu l'impression que dans les grands médias on a un peu enfermé sur ce genre de phrases ou de concepts de il est bon, il est pas bon. Alors que c'est vrai que vous, par exemple, je sais pas, mais des discussions, je me souviens au PSG, si t'as Cavani en pointe, ou alors si tu le remplaces par Firmino, du coup c'est pas du tout le même projet de jeu, et c'est pas du tout, voilà. Tu peux aussi avoir 2 joueurs qui sont peut-être de niveau similaire, mais pas du tout avec le même profil, et donc selon tel ou tel contexte, ils peuvent performer de manière différente. Et je trouve que cet aspect vraiment profil, lui il a ça et ça, lui il a cette faiblesse, cette force, etc. On l'a un peu moins, ça a toujours été un peu une frustration. Mais comme on dit aussi, c'est quelque chose qui arrive petit à petit avec, on le voit sur Twitter, même moi qui suis complètement dans le monde de Twitter foot, mais je vois quand même beaucoup de gens de plus en plus qui font des analyses, des scoutings de joueurs, etc. Donc je trouve que ça arrive aussi peut-être par le côté, j'aime pas dire ce mot, mais un peu NBisation du foot, où on voit que il y a de plus en plus de liens peut-être entre les fans de foot et de NBA ou ce genre de choses, quoi. Ouais, et puis il y a plein d'enjeux, mais après t'as le format médiatique aussi qui parfois t'empêche d'aller très en profondeur, quoi. Ouais. Alors que quand tu participes à certaines émissions, t'as pas le temps. Ça va vite d'un sujet à l'autre. En gros, tu vas dire il faut des automatismes entre ces 2 joueurs-là. Pub, on enchaîne, autre sujet, interview de tel joueur pendant 3 minutes. Ça enchaîne, alors Samir Nasri, qu'est-ce que vous pensez du match qui se déroule dans 15 minutes? Paf, pub, et ça enchaîne. Et donc je l'ai vécu la télé, c'est très très dur de passer plus d'1 minute 30 sur la même chose. Et quand je dis la même chose, c'est vraiment sur un détail, quoi. T'as pas le temps du détail. C'est des idées qui sont lancées, elles sont débattues très rapidement, et puis on passe à autre chose. Mais c'est un fonctionnement médiatique, et puis c'est un business, quoi. Il faut que les mecs ils restent devant la télé et qu'ils regardent les publicités entre telle rubrique et telle rubrique. Moi, Vue du banc, je pense qu'il y a
Enfin, il y a plein de moments où les gens, ils ont écouté 15 minutes et ils se sont dit, vas-y, je me fais chier, quoi. Ah ouais, tu penses? Et je comprends. Les gens, à la première écoute, bah ouais, sinon, on aurait beaucoup plus d'auditeurs. Tu vois, il faudrait faire le compte. On l'a pas fait parce qu'on n'est pas des statisticiens, mais des gens qui ont écouté une fois et qui n'ont plus jamais écouté. Mais je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais il doit y en avoir beaucoup. Et ça, c'est parce qu'après, c'est un choix qu'on a, c'est un parti pris qu'on a. C'est qu'on voulait bosser comme ça, on voulait parler comme ça, et on a fidélisé des gens, mais peut-être qu'en faisant autrement. Et maintenant, il y a plein de chaînes YouTube sur le foot, en étant beaucoup plus dans la rapidité, dans la vitesse de réaction, dans parler vite d'un truc, avoir des avis tranchés. On aurait peut-être accroché plus de monde de manière moins fidélisée, mais un autre business model, où on serait passé par la pub sur YouTube, pour toucher 1 000 €, il faut faire 1 million de vues, donc faut enchaîner, tu vois. Et nous, on a fonctionné autrement, et c'est pour ça que Cop Arena, on est sur un fonctionnement sur abonnement, on est beaucoup moins nombreux que les mecs qui ont 150 000 abonnés sur YouTube, mais on a des gens qui sont prêts à payer 4-5 € par mois pour nos contenus. C'est marrant parce que tu as l'air de parler de la niche tactique foot qui est petite. Celle de basket est encore plus petite, hein. En France. Ouais, en France, mais aux États-Unis, elle est gigantesque. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a énormément de gens. Tout à fait. Et ça se développe aussi au foot de plus en plus. Ouais. Maintenant, il y a des comptes dédiés au scouting maintenant, au foot. Oui. Et ça, c'est en France. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui font du taf bien, il y a des gens qui taffent bizarrement. Et bon, c'est assez inégal. Mais je pense qu'il risque de se passer ce qui s'est passé en Angleterre ou aux États-Unis, c'est-à-dire que, et j'ai vécu la même chose que toi quand tu disais il y avait beaucoup de gens qui le faisaient publiquement, mais en fait tous les meilleurs ont été attrapés. Ouais. Moi je me rappelle, il y a une époque où sur le basket, sur le foot en première ligue ou sur le basket aux États-Unis, il y avait plein de gens qui publiaient des analyses data, des analyses scouting publiquement, et puis en fait il y en a un qui est parti là, il y en a un qui est parti là, il y en a un qui est parti là, et puis après t'as un trou pendant 2-3 ans où tu te dis pourquoi il n'y a plus rien qui publiait, parce qu'en fait tous ceux qui publiaient des trucs intéressants, et ils ont été recrutés et maintenant ils bossent en privé, donc ils vont pas publier leurs papiers, ils vont pas publier leurs recherches. Et puis après ça se renouvelle, il y a d'autres gens qui arrivent et ça enchaîne, pareil, ils vont être achetés par quelqu'un ou ils vont être recrutés et ainsi de suite. Twitter, c'est le meilleur moyen d'exposer son travail, surtout dans des domaines comme ça où c'est de la vidéo, de la data, des choses qui sont visualisées rapidement. Donc moi je sais que je l'ai vu dans le foot, tous les mecs qui ont commencé à bosser sur les aesthetic goals il y a une dizaine d'années, ils ont tous fini dans des clubs. Ils ont tous disparu de Twitter. Parce qu'en fait, ils ont été recrutés, tu vois. Parce que leur travail était en avance sur ce que faisaient les gens dans les clubs. Donc, ils ont été recrutés. Et aujourd'hui, en fait, les générations suivantes s'inspirent et rattrapent ces mecs-là. Et Stade Bombe, c'est ça, en fait. Stade Bombe, c'est des mecs au départ qui étaient un peu en avance quand ils avaient des expériences dans des clubs et qui ont fini par lancer leur propre site, leur propre modèle. Et aujourd'hui, tous les clubs, beaucoup de clubs européens, notamment les meilleurs, utilisent tous Stade Bombe parce que c'est le meilleur outil pour scouter, parce qu'en gros tu choisis 2-3 filtres stats, tu trompes sur des joueurs, après tu peux visionner en vidéo, tu peux avoir des analyses, tu peux avoir des données que personne d'autre a, enfin c'est incroyable, mais ça coûte du blé et c'est privé. Et donc tout ce qui était public avant est devenu privé, comme beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le basket, c'est Daryl Morey il s'en cachait pas, même il s'en vantait de dire, une époque, alors encore plus vieille, hein, c'est genre milieu des années 2000, quand c'était encore pas du tout démocratisé, il disait, oui, mais nous, on voyait, dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait un bon article, comme tu disais, on l'engageait de suite, parce qu'ils avaient un avantage concurrentiel, en fait, avec ses stats. C'est ça. Et du coup, c'était pour éviter que les autres tombent dessus, quoi. Donc, c'est effectivement. Et d'ailleurs, tu commençais un peu à parler des sites. Moi, j'avais une autre difficulté de scouter dans le foot, j'ai l'impression, mais c'est qu'en fait, le temps passé avec le ballon, comme tu disais, ou en tout cas le temps où le joueur est impliqué directement, j'ai l'impression que c'est un pourcentage qui est bien moins grand qu'au basket, où tu as une répétition de possession. Donc, quand le joueur que tu observes, il n'a pas la balle sur cette possession, c'est pas grave, mais les possessions s'enchaînent assez vite. Et voilà, globalement, je pense que le pourcentage de possession ou de fois où ton joueur que tu observes est impliqué, il est grand. Alors qu'au foot, c'est quand même, je pense, un pourcentage réduit. Ça doit aussi rendre compliqué vraiment si tu te poses devant, je sais pas moi, un Real Madrid, Riron ou Valladolid pour faire une dédicace. Mais tu veux observer un joueur sur un vrai match, ça va être quoi, 2, 3, 4, 10% du temps où ton joueur a fait des actions qui t'intéressent, je sais pas.
Bah, alors en gros, selon les postes, tu peux avoir entre. Et encore, parfois il y a des matchs où ton équipe a quasiment pas le ballon, mais en gros, dans disons une équipe européenne, style Lyon, Lens, Rennes, si t'es un central, tu peux avoir le ballon entre 1 minute et 1 minute 15. Si t'es Oui. milieu de terrain axial, tu peux l'avoir entre 1 minute 30 et 2 minutes parfois. Et si t'es devant, parfois tu peux l'avoir à moins de 1 minute. Donc déjà, si tu t'évalues que la partie avec ballon, c'est compliqué. Autre difficulté par rapport au... Là, pour le coup, par rapport au basket. Mais par rapport... Il y a d'autres sports où ça va ressembler. Mais c'est qu'au basket, tu vois tous les joueurs tout le temps en même temps. C'est-à-dire qu'à l'image, si tu Oui. fais de la vidéo, tu vois tous les joueurs. Donc tu peux analyser ton joueur pendant les, je sais pas, 35 minutes qu'il va passer sur le parquet. Au foot, si tu fais du scouting vidéo, il y a une grande partie du match, selon l'angle de caméra, où tu verras pas tout le joueur. Si par exemple il est ailier gauche et que le ballon est dans les pieds des centraux, ben selon comment c'est filmé, tu sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc son jeu Ouais. sans ballon est beaucoup plus dur à évaluer quand tu es en vidéo. Et c'est pour ça que je pense que les anciens misent beaucoup aussi sur le terrain, parce que tu vois des choses que tu peux pas voir à la télé. Et je crois qu'on est, on est jumeaux de goût de Pierre Bénichou. On est aussi jumeaux de les angles de caméra de plus en plus énervants. Ouais. Ça nous fait un peu péter un câble, quoi. Ouais, non, mais au foot, c'est compliqué parce qu'il y a cette idée de se rapprocher du terrain pour donner un sentiment de vitesse, d'intensité. Ouais, Et parfois, ouais. tu vois plus rien, quoi. Et moi, c'est pour ça que le foot US me frustre énormément dans sa manière d'être filmé. Parce que ça serait le sport le plus intéressant sur le jeu sans ballon, mais tu le vois pas. Bah, tu le vois pas sur le stream, on va dire, même sur le Tu le vois pas sur le télé. direct. Ouais, mais alors par contre, tu vois, sur leur League Pass à eux, c'est les seuls à proposer ce qu'ils appellent les All 22 Angles. Mais en gros, Ouais. tu peux voir justement de tous les angles possibles et imaginables. Et ça, ils le proposent au grand public. Et je crois pas que ni en basket ça existe, ni en foot. En foot, ça existe lors des grandes compétitions sur des chaînes privées. Je sais que Canal le rend parfois disponible. D'accord. Que pendant les Coupes du Monde, c'est disponible sur C'est génial, ça. les sites des diffuseurs. T'as l'angle large, qui est intéressant, mais en foot, c'est vraiment, tu vois plus grand chose, quoi. Enfin, tu vois tout, mais t'es très très loin du terrain. Donc, Ah oui, d'accord. pour le coup, moi, ce que je préfère, c'est quand ils arrivent à avoir un plan vraiment caméra télé, mais à voir tous les joueurs en même temps. Ça, c'est vraiment agréable parce que tu comprends en fait ce que les joueurs voient. Et moi, ce que je déteste au foot US, c'est que tu vois le quarterback, mais tu sais pas pourquoi Oui. tu sais pas ces décisions, tu sais pas d'où elles viennent. Hmm. Parce que tu vois pas les courses. Donc je comprends pas comment c'est filmé. Alors il y a le côté peut-être suspense et spectaculaire de ah mais où est-ce que le ballon va aller? Est-ce que le gars va être libre ou pas? Ouais. Enfin, c'est un sport d'américain, quoi. C'est très intelligent, mais le public n'a peut-être pas besoin de tout voir. C'est pour ça que par contre, je pense qu'être au stade en foot US, ça doit être passionnant. Parce que tu sais pas où regarder, avec les quoi. pubs et les temps morts, je suis pas sûr. Hein. Non, ouais. Bah, on va dire à petit niveau pour qu'il y ait moins de coupures. Ouais, t'as raison. Mais en termes d'observation, tu vois. C'est pour ça que, comme tu disais, le scouting en foot peut-être passe aussi beaucoup par ces outils, parce que si t'as pas les moyens ou le temps d'investir, de regarder des matchs complets où simplement, on va dire, 5, 10, 15 minutes cumulées vont être intéressantes pour ton joueur, quoi. Donc t'es un peu forcément obligé d'en passer par ces sites. Ouais, bah tu le vois. Et puis t'es obligé de passer par le terrain pour voir ce qu'il fait quand il est pas à l'écran. Et c'est très important aussi. Donc ça justifie, je trouve, le fait de quand même aller sur le terrain au-delà du côté social, d'observer le joueur dans son comportement quand il est pas sur le terrain, quand il est à l'échauffement, quand il est sur le banc, de parler aux gens sur sa vie de tous les jours. Tu vois, il y a tout cet aspect-là aussi. Mais parfois à la télé, tu peux pas évaluer un joueur. Moi, je sais que quand je scoute parfois pour Coparena, quand on doit écrire des articles sur des jeunes joueurs de Ligue 2, de National, de Ligue 1 qui commencent à jouer en pro, il y a des matchs, en fait, ça sert à rien de les regarder parce que l'angle de caméra, il te met pas du tout le joueur à l'écran, donc tu vas rien voir. Tu vas voir que quand il a le ballon. Mais si je scoute un ailier gauche ou un attaquant et que je vois aucune de ses courses, c'est dur de savoir en fait s'il court bien, s'il se déplace bien. Et ça, c'est une problématique. Donc il faut mêler tous les outils et ne pas les opposer comme souvent. Le pire, c'est quand les gens sur Twitter, mais j'ai arrêté de me battre contre ça, disent ah ouais, mais les stats déjà les stats elles disent pas ça. Alors déjà la plupart du temps quelqu'un qui dit ça, tu lui fais découvrir qu'il y a une stat qui dit ça. Parce que le mec qui critique les stats, la plupart du temps les mecs qui très critiquent des stats n'en connaît aucune ou très peu, ou connaît que les tirs cadrés, buts marqués, passes D et occasions créées à la limite, tu vois. Il a compris à moitié les effective goals et il te dit ah ouais, je suis assez réticent et réfractaire à ces trucs là. Mais t'as pas compris en fait. C'est comme si je te disais que j'aimais pas les maths alors que je savais pas faire 2 plus 2.
Ben oui, j'aime pas les maths parce que j'ai pas fait l'effort de commencer la base, donc je ne peux pas aimer les maths, j'y comprends rien. Et dans un deuxième temps, il faut comprendre que les stats, c'est un complément. Les choses se complètent les unes aux autres. La majeure partie, ça reste le terrain, évidemment, de voir ce que fait le joueur sur le terrain, pas de regarder ses stats, mais par contre, c'est un filtre qui peut te permettre de voir certaines choses. Et ça peut te permettre de gagner du temps aussi quand tu dois choisir, justement, comme je te disais, entre je sais pas, 5000, 6000, 7000 joueurs. Tu as peut-être déjà joué à Football Manager. Ah oui. et le premier filtre que tu fais, c'est les stats. Hein. Oui, oui. Et dans le foot, ça commence à être pareil. Pour passer à notre thème, du coup, sauf si tu as d'autres choses à rajouter sur ce côté un peu médiatique ou quoi, tu me dis. Mais pour entrer un peu plus dans ce vif du sujet de si on veut évaluer un joueur de foot, comment est-ce qu'on fait déjà, par exemple, au niveau de la notion de talent, moi je sais que c'est quelque chose où en basket, parfois, je suis un peu pas d'accord avec la manière dont on l'utilise ou on l'interprète, ce côté talent. Toi qui non seulement est observateur, créateur de contenu, mais en plus entraîneur et entraîneur de jeunes, comment est-ce que tu vois la manière dont c'est utilisé ce mot talent ou la manière dont c'est perçu ou l'usage de cette notion de talent parce que c'est vrai que parfois on peut arriver soit à des non-sens, soit à des... comment dire, abuser peut-être parfois sur ce côté talent, sur des jeunes ou des moins jeunes. Mais je pense que la plupart des gens, encore aujourd'hui, et on est tous passés par ce stade-là, ont la conception de talent comme en gros, l'aisance, la facilité technique. Ouais. Je pense que la plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un joueur pour qui ça a l'air facile, qui en gros fait les gestes avec élégance, fait les gestes sans déperdition d'énergie, fait les gestes avec la technique académique, de manière rapide, facile. Ça va être le talent. En fait, les gars les plus artistiques. Neymar, basket, je dirais Kyrie Irving par exemple. Je pense que c'est souvent lui qui est considéré comme peut-être un des meilleurs dribbleurs de l'histoire du basket. Et tu vois, c'est tout de suite, ça va être ça le talent. Ça va être le gars qui invente des choses avec le ballon, je précise, parce qu'on parle rarement d'un joueur talentueux pour ce qu'il fait sans le ballon, quel que soit le sport. Et ça va être la représentation classique du talent. Et en fait, après, avec les années qui passent, et toi comme moi, du coup, dans nos sports respectifs, à force de voir des joueurs, il y a plein de mecs qui savent inventer des trucs avec le ballon. Il y en a des centaines à tous les niveaux. Par contre, le gars qui a réussi à utiliser ses qualités, ce qu'on appelle le talent, ou ce qu'on appelait le talent, pour résoudre des problématiques et créer des possibilités pour lui et ses partenaires, je pense que ça va être ça le talent. Aujourd'hui, c'est ça qui doit être considéré comme le talent. Même si la technique n'est pas forcément très académique, même s'il n'est pas élégant, même s'il est construit bizarrement, même s'il est bâti bizarrement, mais à partir du moment où il propose des solutions à lui et ses partenaires qui sont efficaces et qui fonctionnent, je pense qu'on peut parler de talent. Parce que c'est lié toutes les composantes de la performance. Et on va toujours dire qu'il y a des mecs, quand regarde Ben Arfa, tu vois, c'est l'exemple type. Bah oui. Hyper talentueux. Et les gens vont te dire, ouais, mais il y a du hors-terrain. Mais après, dans sa performance foot, est-ce que les armes qu'il a, il les utilise de manière idéale pour créer des possibilités pour lui et ses partenaires? Et je suis pas sûr qu'il ait réussi plus de un match ou deux matchs de suite dans sa carrière. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de matchs de Ben Arfa parce que j'ai rebossé sur sa meilleure saison dans sa carrière avec Nice. En fait, quand tu revois les matchs, il y a quand même ce côté où il est un peu déconnecté du reste de l'équipe. Alors qu'il devrait être énorme et en gros connecter tout le monde. Et c'est pour ça que la définition du talent, elle est très très difficile, je trouve, à arrêter. Mais de plus en plus de gens qui sont dans le monde du scouting, dans le monde du sport de haut niveau, le sport de performance, d'excellence, vont te répondre que c'est la capacité à résoudre les problèmes qui émergent en compétition. Oui. Ça va être ça en gros le talent. Alors c'est large, hein, ça peut paraître large, mais ça, tu vas tout de suite en gros vers l'efficacité, vers ce qui est concret et productif. Et c'est là qu'on en revient aussi à ce qui va apparaître dans les datas, quoi. Il y a plein de mecs talentueux et après tu regardes leurs datas et tu fais, mais en fait sur le terrain ils créent rien, quoi. Oui, puis j'ai un peu l'impression que le mot talent est un peu utilisé comme
un patch pour dire... Enfin, dans le cas du foot, effectivement, c'est très souvent lié au dribble et au côté artistique, comme tu dis. Dans le basket, peut-être l'équivalent, ça serait le fait de mettre des paniers, le côté scoring. Mais c'est un peu un truc de dire, c'est presque l'alpha et l'oméga, c'est le talent, c'est la pureté ou ce genre de choses, alors que, en fait, en vérité, si, comme tu dis, si on essaye de mesurer l'impact sportif, bah, le mec, ok, il peut faire 3 dribbles, mais à quel point est-ce que sa performance est bonne, à quel point est-ce qu'elle s'inscrit dans un collectif. Et basket, hein, pour parler plutôt d'un truc que je connais mieux, bah c'est pareil, des mecs qui savent scorer, en fait, comme tu disais, il y en a des tonnes, en fait. Il y en a vraiment des tonnes, alors que on a toujours ce truc de, oh, le mec qui sait faire un crossover et un tir en sortie de dribble, c'est le méga talentueux. Bah, oui, il sait faire ça, mais c'est pas genre un talent gâché s'il en fait rien, en fait, parce que la performance, elle doit être bien plus complète que simplement ce côté un peu flashy qui saute aux yeux, en fait. Ah, mais en fait, il faut donner du sens à tes qualités. Je pense que c'est ça, les gars les plus forts, pour sortir un peu du mot talent. Ouais. C'est est-ce que tu arrives à donner du sens à tes qualités. C'est-à-dire que si tes qualités, c'est ce qu'on appelle d'habitude le talent, bah, est-ce que tu arrives à les rendre efficaces pour que ce soit plus que, en gros, avoir des fulgurances. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive maintenant à concevoir, je pense, dans pas mal de sports, et ça participe aussi au fait qu'il y ait de moins en moins de mecs artistiques qui passent au plus haut niveau en foot, où maintenant, tu vois, on a du mal à trouver des gars vraiment qui se consacrent entièrement à la partie créative. Ça suffit plus. Donc ça peut déplaire à certains nostalgiques du foot, et je peux le comprendre. Mais à un moment, on en revient aux enjeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, les clubs n'ont plus le temps. Et en plus, tu as une notion économique dans le foot qui a moins dans le basket, où ton joueur est aussi un actif. Qu'il faut que ce soit un joueur que tu puisses revendre un jour. Pour 80% des clubs, quand tu recrutes un joueur, il faut que tu puisses le revendre. Et donc, si tu dois le revendre, et tu peux pas te contenter de juste qu'il soit un peu talentueux, quoi. Et même si c'est toujours un truc qui va permettre aux joueurs de rebondir et d'accepter certaines choses qu'on n'acceptera pas pour d'autres joueurs. Tu vois, quand on le voit le nombre de fois où Ben Arfa ou Balotelli ont rebondi, oui, c'est vrai, par rapport à des joueurs peut-être considérés comme moins talentueux, mais qui apportaient des choses, ils ont rebondi quand même plein de fois dans des clubs de bon niveau, tu vois. Plein de fois. Et on aurait pardonné beaucoup moins à des joueurs considérés comme moins talentueux parce qu'avec ballon, ils font moins de choses. Mais pourtant, peut-être que sur la régularité, sur la durée, ils vont en apporter autant, voire plus. Je sais pas si en basket, il y a des exemples comme ça de mecs qui rebondissent tout le temps, peut-être des vieux qui sont en bout de course et qui vont chasser une bague et qu'on va quand même accepter de prendre alors qu'ils apportent rien, tu vois, je sais pas. Mais je pense à Dwight Howard, là, pendant 2 secondes. Mais je sais, c'est difficile de faire la comparaison avec le basket, en fait. Non, mais c'est marrant que tu parles de Dwight Howard parce que c'est justement, je trouve que on a aussi ce truc, et basket, foot, mais peut-être un peu partout, mais le talent, c'est notamment le talent offensif, comme tu l'as dit. Et alors que, même dans le foot, c'est un peu, je trouve, hein, moi, encore une fois, de l'extérieur, donc j'ai peut-être faux, mais on associe un peu ça, comme au dribble, et à ce côté-là de... C'est ce qui est le plus rare aussi. C'est aussi ce qui est le plus rare, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. Quand un joueur qui sait le faire, ça coûte plus cher. C'est pour ça qu'il y a un livre d'ailleurs d'Ata qui s'appelle Les attaquants sont ceux qui coûtent le plus cher. Oui, c'est vrai. Excellent livre d'ailleurs. C'est quoi, c'est Soccernomics en anglais, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois. Mais non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, ok, ce talent-là est un vrai talent, mais c'est dommage de réduire cette notion de talent à juste cet aspect-là, alors que, tu vois, par exemple, ce que je dis n'importe quoi, mais parce que je suis pas expert, mais ce que peut faire Modric au niveau du passing ou des Kevin De Bruyne, c'est aussi un talent en soi, et c'est pas forcément beaucoup plus répandu que... Après, pour le coup, t'as pris des mecs considérés comme talentueux quand même. Ça va, t'as pas pris, tu vois, je pensais que t'allais me citer Je pense que t'as quand même cité un ballon d'or et un gars qui est régulièrement dans le top 10. Donc, ouais, alors du coup, pour la défense, par exemple, est-ce que c'est un peu la même chose aussi? Ouais, tu vois, moi je pensais à des joueurs qui ont des représentations un peu différentes, comme Matuidi, qui a longtemps été, y compris par moi, un peu mis à part parce que finalement sa technique était pas classique. Il était un peu désarticulé, il était pas beau à voir, il avait le dos voûté, il avait la tête rentrée dans les épaules. Quand il faisait un truc techniquement, ça avait jamais l'air simple pour lui, tu vois. Mais au final, il marquait 10 buts par saison, il faisait des passes D, il centrait très bien, il savait gratter le ballon, il avait un gros volume de jeu, et tout ça, ça fait partie du talent aussi. Et le talent mental aussi, tu vois, d'être performant tous les 3 jours. Ça fait partie du talent aussi. C'est vrai qu'on parle souvent du talent gestuel. C'est ça, ouais. Mais le talent en situation de compétition, c'est pas que ça.
c'est plein de choses. Mais on a ce mot-là parce qu'on a envie de comparer tous ces mecs-là. Et je te dis, il y a des artistes, tu vois, le mec enfin Mozart à 5-6 ans qui fait des trucs que les gars de 25 ans n'arrivent pas à faire, bah, c'est pareil que Ben Arfa qui a 7-8 ans fait des dribbles que des seniors pros n'arrivent pas à faire. C'est un peu la même chose. Mais c'est pas forcément un indicateur de réussite ou un indicateur où c'est pas à ça qu'il faut limiter le talent. Et je pense que le fait qu'on prenne en compte les performances et les qualités de manière beaucoup plus globale aujourd'hui et complète ont amené un peu à réfléchir à ces choses-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plus trop de profils comme ça qui sortent et qui en fait ne font rien, quoi. Il y en a toujours des mecs qui peut-être sont filtrés plus tôt, tu vois. Mais peut-être un peu moins qu'auparavant. C'est dû à l'évolution du foot aussi, qui est peut-être plus exigeant que ça pouvait être le cas même il y a 10, 15, 20 ans, non ? Ouais, plus exigeant athlétiquement, ouais. C'est-à-dire que tu peux pas... À part si t'es un méga talent, style Mbappé, Messi, Cristiano, c'est difficile finalement d'être aujourd'hui un joueur qui va se déconnecter de l'effort défensif. Par exemple. Donc il te faut un volume de jeu que peut-être, sur le plan cardio, n'avaient pas les joueurs du même talent il y a 10, 15, 20 ans. Parce qu'on leur en demandait moins quand ils n'avaient pas le ballon. Mais ce qui est intéressant, parce que j'ai l'impression que au foot, ça a progressé, les exigences sur le plan athlétique, mais ce qui ont poussé, parce que du coup, il y a plus de densité, plus de courses, tes joueurs à être plus vifs techniquement, dans la vitesse d'exécution surtout. Pas forcément dans les gestes, mais dans la vitesse d'exécution. Alors que j'ai l'impression qu'au basket, il a fallu qu'à tous les postes, les mecs soient capables de faire plus de choses techniquement qu'avant. Ouais. C'est marrant comme évolution chez les deux. Je sais pas si au basket, j'imagine que ça court beaucoup plus qu'avant au basket aussi, parce que ça, en fait, le sport progresse toujours en avant. Il y a pas c'est rare de voir un sport régresser sur le plan athlétique. Il suffit de voir même les sports qu'on peut chiffrer, je veux dire le 100 mètres, la nage, les mecs ont pas régressé pendant 30 ans de suite sur le plan des performances athlétiques. Mais j'ai l'impression que l'idée au basket, on parlait de Dwight Howard juste avant, il était aussi démodé par l'évolution technique du basket et tactique. Bah, c'est effectivement en foot, même les créatifs doivent apprendre à défendre. Ouais. En basket, c'est un peu l'inverse où même les role-players, même les joueurs un peu secondaires ou tertiaires sont un peu obligés de savoir manier un ballon maintenant. Donc c'est effectivement, comme tu dis, la progression se fait plutôt sur le skill et la créativité pour le coup. Même si au foot, tu vois, il n'y a plus vraiment ce numéro 10 qui est le meneur qui va se charger de tout. Ouais. Comme au basket, maintenant, le meneur peut venir un peu de partout. Oui, tout à fait. Tu peux avoir un pivot qui mène le jeu, tu peux avoir un meneur, je sais rien, un ailier fort, peu importe. Et au foot, là, par contre, ça, t'as ce côté-là aussi, d'hybridation des postes. C'est-à-dire que t'as plus forcément des spécialistes. Lui, il fait ça, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Tu vois, ça peut être, tu peux avoir un défenseur qui va ressortir proprement le ballon, tu peux avoir un latéral qui va être ton meilleur créateur d'occasion, tu peux avoir un numéro 9 qui finalement se transforme en numéro 10. Ça, ce côté-là, tu l'as aussi dans le foot. Et on en avait parlé dans le 10 et du 10, on avait fait la comparaison entre des équipes où finalement, tu vois, Liverpool par exemple, ça fait 3-4 ans que le meilleur passeur décisif c'est Alexander-Arnold, qui d'ailleurs maintenant est un latéral qui, quand il a le ballon, évolue milieu axial. Et on avait fait la comparaison avec les Warriors où finalement Steph Curry passait autant de temps, voire plus de temps sans ballon qu'avec, quoi. Oui. Parce qu'il faisait des courses autour, parce qu'il se déplaçait et parce que fallait créer de l'espace à travers ses déplacements. Donc il y a beaucoup de choses qui dans les deux sports peuvent se ressembler, mais par contre, sur l'exigence technique et athlétique, c'est pas du tout les mêmes évolutions, je trouve. Et alors, autre question, du coup, pour toi, au niveau du coup du profil d'un joueur, si tu devais dire, quelles sont un peu Est-ce qu'il existe, en tout cas, des qualités un peu innées et des qualités un peu acquises ? Est-ce qu'on va dire, il y a certaines qualités qui peuvent un peu servir de fondation et qui, finalement, sont peut-être pas amené à bouger tant que ça dans la carrière d'un mec, et donc c'est un peu fixé, et de l'autre côté, est-ce qu'il y en a qui au contraire sont des trucs sur lesquels si t'es pas très bon quand t'es jeune, tu peux quand même travailler et acquérir un très bon niveau sur telle ou telle qualité? Y a quand même une partie génétique qui est relativement importante, parce que mais je pense que c'est dans le basket comme dans tous les sports, en fait, c'est fou le nombre de joueurs de haut niveau qui en fait sont des enfants d'autres sportifs de haut niveau. Oui. Mais c'est énorme, on s'en rend pas compte parce que parfois on n'est pas au courant, parce que les gens n'étaient pas des méga stars, les parents. Mais très souvent, les parents, un des deux en tout cas, étaient performants à un niveau régional ou national. Je sais pas, au basket, j'ai l'impression qu'il y a la moitié de la ligue, c'est des mecs, les parents ont joué au basket aussi. Tout à fait, ouais. Mais, et dans le foot, t'as cette partie-là aussi, mais je pense que le plus difficile à bosser, alors, je parle vraiment en tant que observateur foot, et c'est peut-être plus important, pas les mêmes qualités exactement, mais ça va se voir aussi dans le basket, c'est les qualités d'explosivité et de vitesse.
Je pense que il y a quand même une partie génétique et innée qui est assez importante là-dessus, sur le type de fibre que tu as. Tu peux jouer là-dessus, mais disons qu'un mec qui est relativement lent va jamais devenir un sprinter, quoi. Et un mec qui est sprinter ne va jamais devenir extrêmement lent. Pourquoi Mbappé est extrêmement différent? Parce qu'il est capable d'utiliser sa vitesse de manière très intelligente, mais il a une vitesse exceptionnelle, quoi. Pourquoi, je fais parler avec le basket, pourquoi Westbrook a été impressionnant dans la première partie de sa carrière? Parce qu'il explosait comme très peu de joueurs. Je pense que Derrick Rose, c'était pareil. Et en foot, tu as cet aspect-là. Quand tu as des attaquants rapides, c'est ce qui vaut le plus cher aujourd'hui, en fait. C'est un attaquant capable de prendre la profondeur, d'être rapide, et en même temps, techniquement, d'être au haut niveau. Et au niveau du... Donc ça, ouais, effectivement, le physique, ton capital génétique est assez capital. Et au niveau des qualités, peut-être un peu plus de jeu, de footballeur, on va dire. Est-ce que... Parce que, bon, je peux te donner des exemples, hein, mais par exemple, nous, c'est vrai qu'en basket, il y a quelque chose qu'on appelle le toucher de balle, qui est un peu inné, du coup, qui va, du coup... c'est le doigté, la précision pure, et qui a des répercussions sur un peu partout, sur à quel point est-ce que tu peux atteindre un plafond haut en tant que jump shooter, ou sur des finitions sur des lay-ups au panier, etc. Bon, ça bouge pas trop, quoi. Et je trouve un peu pareil au niveau du QI basket, ou de la vitesse de ton processeur, on va dire, en termes de prise de décision, de lecture. Ça, c'est un peu des trucs qui finalement ne bougent pas trop, contrairement, je trouve, à tout ce qui est technique, où finalement... c'est un peu paradoxal, mais tout ce qui est savoir-faire, manier un ballon, bon, j'exagère un peu, je caricature, parce que tout le monde ne peut pas apprendre tous les gestes, mais c'est quand même des choses un peu plus, que tu peux apprendre un peu plus. Est-ce qu'il y a un peu des trucs comme ça aussi dans le... Enfin, je suppose que oui, mais en foot, je sais pas, mais peut-être des qualités d'anticipation, ou des trucs comme ça, où genre, les mecs d'élite, ils l'ont, et c'est pas quelque chose qu'ils ont développé sur le tard, quoi. Ouais, mais c'est difficile, parce que c'est difficile de séparer les qualités, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont en développer certaines parce qu'ils en ont pas d'autres. Oui. Et c'est souvent l'exemple qui est cité par les formateurs du Barça. Ils disaient, mais Iniesta, Xavi, ils ont appris à anticiper, à voir avant, à se déplacer, à se démarquer. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'avantage athlétique qu'ont d'autres. Donc comme ils l'avaient pas, ils ont bien dû trouver des réponses que d'autres avaient déjà sur le plan physique. Ouais. Et du coup, ça dépend du modèle de formation que tu vas utiliser. Je sais pas, parce qu'en plus, il y a une différence fondamentale entre le basket et le foot, c'est que le basket, t'as besoin de coordonner les mains et les pieds. Et au foot, pas forcément. Mais par contre, ton premier outil, c'est tes pieds. Et c'est beaucoup moins naturel que les mains, quoi. Et ça, justement, si on fait un peu une analogie toucher de balle, mais le rapport au ballon, par exemple, c'est quelque chose qui peut évoluer avec l'âge, ou c'est soit t'es dès le départ très très à l'aise avec le ballon en termes de petits détails ou de maniement du ballon dans les petits espaces, ou est-ce que tu peux progresser? Je pense que c'est comme dans tous les sports où tu manies un objet, c'est-à-dire que tu peux avoir deux joueurs qui vont suivre exactement le même parcours de formation, mais à 15 ans, il y en a un qui sera beaucoup plus fort techniquement. Ouais. Et tu sais pas toujours l'expliquer. Est-ce que c'est de la coordination parce qu'il fait autre chose dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est la partie innée, est-ce que c'est qu'il est construit autrement physiquement? Est-ce qu'il a fait plus d'efforts sur tel exo, tu vois, mais tu vois, c'est marrant parce que, alors, je sais pas si tu as joué ou si tu as été coach dans certains sports, mais tu vas jamais avoir deux fois le même joueur, même en leur faisant exactement la même chose pendant 10 ans. Ouais, bien sûr. Ouais. Et même avec des profils relativement similaires. Tu vois, j'ai parlé d'Iniesta et Xavi, c'est des gabarits assez similaires, mais ils avaient des qualités totalement différentes. Iniesta était capable de percuter, ce que Xavi pouvait beaucoup moins faire. Les prises de balles, ils prenaient pas avec les mêmes surfaces de pied, ils tournaient pas de la même façon, ils utilisaient pas de la même façon leur pied gauche, et pourtant ils sont passés par la même école de formation. Ils évoluent à des postes relativement similaires, mais chacun est différent. Et chaque joueur est différent, mais tu vas toujours avoir un joueur qui a 7, 8 ans, et je pense que c'est pareil en basket, quand il va se retourner, quand il va dribbler, quand il va tirer, ça va paraître 1000 fois plus simple que quand ça va être son partenaire. Et ça, je saurais pas l'expliquer particulièrement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est avec la formation, les amener vers une direction où ils vont progresser techniquement. Et ça, c'est le temps que tu vas passer avec le ballon et la vitesse de la pression mise sur le porteur de balle. Je pense que plus tu bosses avec de la pression, une intensité élevée et des contraintes, plus tu vas progresser. Ça, c'est la partie face à l'opposition. Et après, il y a aussi toute la partie technique pure, individuelle, où tous les joueurs, les plus grands joueurs de foot et de basket, je pense, vont te dire, moi j'ai passé je ne sais combien d'heures tout seul avec mon ballon. Mais oui. À quelle partie tu attribues le plus la progression?
Mais c'est là c'est ce qui, en fait, c'est ce qui est le plus dur dans le sport, c'est de savoir ce qui fait le plus progresser les joueurs. Et le plus dur, c'est qu'en plus d'un joueur à l'autre, ça va pas être la même chose. Donc quelle école tu choisis? Et c'est devenu même maintenant un business dans le foot. Est-ce que tu fais de la périodisation tactique comme les Portugais? Est-ce que tu fais l'école française où c'est assez découpé? Est-ce que tu fais l'entraînement structuré du Barça qui a encore une autre méthode? Tu vois, alors je sais pas du tout comment c'est en basket la formation sur cet aspect-là du tout. Tu vois, je sais pas parce que j'y connais rien à ce sport en termes de formation entre les différences entre les États-Unis, l'Europe, les Balkans. Mais tu vois, ce qui m'intrigue, moi, c'est quand je vois les pays comme les anciens pays de la Yougoslavie, comment ça se fait que tous les joueurs qui sortent ils soient aussi forts techniquement. Tu vois, ça c'est quelque chose qui est intriguant. Justement, c'est marrant, c'est que tu parles de ça et de les jeunes qui ont des techniques différentes parce qu'ils ont des backgrounds différents aussi. Il y a un très bon livre je crois que c'est David Epstein, du coup, qui parle de la diversification dans les jeunes années. Et que justement, les meilleurs athlètes ou ceux qui arrivent à développer le plus de choses, c'est ceux qui font non pas un sport, comme c'est souvent un peu le cas aux États-Unis, mais plusieurs sports à la fois. Et en NBA, c'est vrai qu'on a des exemples assez flagrants notamment sur le footwork, parce que les États-Unis sont un pays et une culture où il n'y a pas du tout de foot, hein, notre foot, le vrai foot, avec les pieds, je veux dire. Et du coup, c'est vrai que quand tu as des mecs qui viennent de l'étranger, qui viennent de pays africains, qui viennent de pays européens, qui du coup ont beaucoup plus cette culture de foot, et les mecs arrivent et les Américains sont absolument étonnés et ravis de voir à quel point ces joueurs-là, qui ont un background un peu de foot, sont à l'aise sur leur footwork. Et c'est quelque chose qu'aux États-Unis, ils n'ont pas du tout comme héritage un peu de développement, si on peut le formuler comme ça, parce qu'ils n'ont pas le foot, ils n'ont pas ce côté jouer avec ses pieds dès le plus jeune âge, alors que pour prendre des Hakeem Olajuwon, des Joel Embiid, des Luka Doncic, etc., c'est des gens qui ont fait du foot petit, donc ils sont beaucoup plus à l'aise en tout cas avec leurs pieds. Donc c'est vrai que là-dessus, ça aide forcément, je pense, dans le développement, quoi. Mais après, je pense aussi ou en tout cas, ma question, c'était aussi de te dire, est-ce qu'il y a des exemples de joueurs, est-ce qu'il y a des exemples de joueurs qui ont progressé de manière spectaculaire entre l'âge où ils avaient 20 ans et l'âge où ils avaient 25, 28 ou 30 ans sur, par exemple, l'intelligence de jeu ou d'autres facteurs comme ça? Ouais, sur l'intelligence de jeu, ouais, il y en a énormément. D'accord. Énormément, parce qu'en fait, ça va être cognitif là-dessus. Okay. Par contre, à la différence du basket, je pense qu'au basket, par exemple, tu peux changer de geste. Ouais. J'en ai souvent entendu parler de coachs qui apprennent aux joueurs à changer de geste pour shooter. Je pense qu'au foot, c'est très très dur de changer la gestuelle d'un joueur, surtout quand déjà petit, c'est dur. Et adulte, c'est encore plus dur. Tu peux faire répéter pour que avec la même gestuelle, techniquement, il soit plus fort, plus régulier. Mais j'ai pas souvenir d'un joueur, en gros, à qui on a appris à changer de gestuelle pour frapper, pour dribbler. Tu vois, c'est très rare. Et en fait, surtout que dans le foot, il y a une partie développement individuel qui commence à se développer, mais qui est beaucoup moins présente que dans le basket. Ouais. Parce que tu as aussi plus de joueurs et t'es 11 contre 11, alors que 5 contre 5, t'as quand même plus d'opposition de 1 contre 1. Le foot, t'as des situations de 1 contre 1, mais elles sont moins répétées dans le basket et on est moins systématisé. Mais c'est difficile je suis même pas sûr qu'il y ait des coachs il y a des coachs individuels dans le foot, mais des coachs qui vont en gros te réapprendre à faire un geste. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Alors qu'au basket, j'ai l'impression que c'est un enjeu de se dire ce mec-là, il sait défendre, mais il sait pas shooter à 3 points, mais c'est bon, dans 2 ans, c'est réglé, tu vois. Oui, ou tu as des exemples aussi par exemple, Jaylen Brown de Boston, qui est arrivé qui a appris avec les années, par exemple, à faire des dribbles et des trucs assez développés. Donc ce côté-là, côté un peu technique de dribble, et le shoot, il l'a appris, il est devenu très fort. Par contre, c'est vrai que il n'a pas non plus un toucher de balle fabuleux, donc il a toujours eu, et même aujourd'hui, un certain plafond là-dessus. Et pareil un peu pour les lectures de jeux avancés, ou ce genre de QI basket, de top niveau. La technique, il a magnifiquement développé, mais il n'a pas le capital de base sur ces éléments un peu fondamentaux. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ouais, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Je pense que tu peux progresser, mais tu peux pas devenir un top. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux passer de peut-être 3 sur 10 à 6 sur 10, mais j'imagine que c'est quasiment impossible de passer de 3 sur 10 à 8 sur 10 dans un domaine technique, je veux dire. Parce que tu l'as dit, il y a la technique, et puis après, il y a l'utilisation de la technique. C'est-à-dire que c'est ça, ouais. Peut-être qu'il a appris à faire un crossover, mais après, il faut qu'il apprenne à faire un crossover et se dire, je suis là sur le terrain, sur le parquet après ce crossover-là, quelle option j'ai, tu vois. Et si c'est un truc que tu savais faire entre tes 8 et 12 ans, ou un truc que tu apprends entre tes 20 et 24, je pense que tu as quand même une différence assez énorme.
Et dans le foot, c'est un peu pareil. Si le joueur, depuis qu'il a 8 ans, il sait claquer ce dribble-là, et il sait que quand il fait ce dribble-là, en général, il y a telle situation qui survient, ben en gros, il a 15 ans d'avance sur le mec qui va réapprendre à le faire à 23 ans. Mais par contre, le basket, je trouve, transforme beaucoup plus les joueurs que le foot individuellement. C'est vrai. Mais justement, tu parlais de technique aussi, c'est un point sur lequel moi je m'accroche toujours un peu là-dessus, c'est le côté, justement, on utilise un peu le terme technique pour le dribble, foot ou basket. Hein. Il y a un peu ce côté-là où pour le geste artistique, alors que je trouve que, par exemple, il y a tu as des pivots, ou tu as des ailiers, ou même tout type de joueur, en fait, où la technique, en fait, c'est juste un savoir-faire, et c'est aussi des fondamentaux, je trouvais. Pour parler plutôt de foot, pour que tu vois ce que je veux dire, je trouve que Xavi avait une technique absolument fabuleuse, alors que c'était pas des dribbles, c'était pas des roulettes, mais dans la technique, dans ce côté savoir-faire, moi j'inclus les angles, le placement, l'orientation. Ça, pour moi, c'est vraiment un côté technique qui là encore, tout le monde n'est pas capable de faire ça, quoi. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est devenu très très important dans un foot où le pressing et la densité de plus en plus fortes sont de plus en plus forts, c'est la résistance à la pression. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va venir te presser alors que tu es orienté de 3/4 ou tu es de dos ou tu es de profil. Est-ce que tu as la prise de balle ou les feintes pour survivre à cette pression-là? Et c'est pas forcément un dribble, ça peut être une feinte de corps, ça peut être un dribble sans toucher le ballon, ça peut être le fait de contrôler avec telle partie du pied, d'utiliser son bras pour se protéger. Mais ouais, tout ça aussi, ça fait partie de la technique. Et ça, pour le coup, c'est peut-être plus important quand t'es en milieu de terrain, en tout cas, que savoir dribbler quand t'es face à un joueur, quand t'es lancé et que t'es face à un joueur devant toi. C'est-à-dire, est-ce que t'arrives à conserver le ballon sous pression? Je dirais que c'est le dribble d'évitement, tu vois. Pas forcément un dribble qui va éliminer, mais un dribble qui va permettre de te sortir de là. Et ça, c'est quelque chose dans le foot qui est de plus en plus nécessaire, parce que là où il y a 20, 30 ans, en gros, tu pouvais repartir tranquillement parce que les premières lignes ne venaient pas t'embêter. Mais aujourd'hui, en fait, on va venir te presser dès tes défenseurs centraux, dès ton gardien. Et c'est pour ça aussi que tous les postes ont eu besoin de progresser techniquement. C'est que maintenant, ton latéral droit, il faut qu'il soit capable de résister à la pression et de retrouver une passe intérieure. C'est une situation qui existait il y a quasiment jamais, il y a 30-40 ans. Moi, j'ai revu des images récemment du France-Brésil de 86. Quart de finale de Coupe du Monde 86, il me semble. C'était un quart de finale. Et en gros, jusqu'à la moitié de terrain, personne t'embêtait. C'est-à-dire que les joueurs remontent le ballon tranquillement, ils passent la moitié de terrain, et à partir de là, il y a un bloc. Mais avant, il n'y en a pas. Et ça, c'est une grosse différence dans le foot entre aujourd'hui et avant, c'est que les espaces sont plus courts, plus resserrés, et t'es plus vite mis sous pression. Donc, il faut que tu arrives à protéger ton ballon, à conserver ton ballon dans des orientations de 3/4, de profil de dos qui existait peu il y a 30-40 ans, même poste. Et toi, en tant que pas seulement créateur de contenu ou observateur, mais en tant qu'entraîneur et de jeunes en plus, je sais que, nous, il y a le côté un peu Stephen Curry a révolutionné la NBA, mais du coup, tous les gamins, ils veulent prendre des 3 points alors qu'ils n'en sont pas capables. Ouais. Est-ce que toi, sur ce côté technique flashy versus technique fondamentale, si on peut l'appeler comme ça, tu t'arraches les cheveux un peu, ou est-ce que ça va à des niveaux jeunes? Je sais pas trop, il y a des moments où je les trouve très forts, les petits, techniquement, par rapport à ma génération, au même âge, sur certaines choses, sur la qualité de dribble, la qualité de percussion, les prises de balles sous pression, tu vois. Par contre, je trouve que la qualité de passe ou de contrôle sur des séquences basiques va être moins prononcée. D'accord. Je suis étonné, parce que moi, tu vois, je suis un joueur qui a joué jusqu'à 13-14 ans en club. Après, j'en avais un peu marre du foot en club, donc j'ai arrêté. Mais j'ai joué à des niveaux soit départementaux, soit les premiers niveaux régionaux. Donc pas un niveau très très élevé par rapport aux joueurs que j'entraîne. Mais je trouve que dans certains gestes, ils sont très inférieurs, alors que dans d'autres gestes, ils vont être largement supérieurs. Et en effet, ouais, ça montre peut-être certaines évolutions. Je sais pas où en est le basket par rapport à ça. Est-ce que certains fondamentaux ont disparu, mais que le shoot à 3 points ou le step back est beaucoup plus maîtrisé qu'il y a 10-15 ans? Mais j'imagine qu'il y a toujours des tendances comme ça, parce que t'es influencé par ce que tu vois et par les gens que tu idolâtres. Moi, j'avais pas d'icône dribbleur. À mon époque, il n'y avait pas énormément de Vinicius, tu vois, de mecs comme ça, quoi. Il y avait des mecs percutants, mais il y avait des neufs, il y avait des neufs importants, il y avait des milieux de terrain, c'était des 10, alors ils pouvaient dribbler, mais c'était un dribble pour faire une passe, quoi. Et aujourd'hui, c'était pas forcément des situations de 1 contre 1 sur le côté, on percute. Il n'y avait pas de Ousmane Dembélé, il n'y avait pas de Kingsley Coman,
Il n'y avait pas de joueur comme ça. Il y avait Robert Pires, tu vois. Donc il savait dribbler Robert Pires, mais à la fin, il y avait toujours une passe. Et je pense que là, on est sur des profils différents. Je suis curieux aussi de savoir si dans le basket, est-ce que tu vois, aujourd'hui, il y aurait un Tim Duncan qui sortirait à la draft? Je sais pas. Bah, il y en a un actuellement en NBA, c'est Jokic, en fait. Ouais, mais il sort pas des États-Unis, tu vois. Exactement. Et surtout, c'est le niveau supérieur. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça aussi, c'est un thème intéressant, c'est que la créativité, en fait, basket, foot, n'importe quoi, mais la créativité prend racine dans la discipline et dans les fondamentaux, en fait. T'es pas créatif en inventant n'importe quoi, n'importe comment. Et le fait est que Jokic, par exemple, c'est ça, c'est Tim Duncan, donc les fondamentaux absolument parfaits, donc le cadre, il connaît le cadre, il le maîtrise parfaitement, et c'est justement parce qu'il maîtrise ce cadre parfaitement que il sait comment sortir du cadre. Pour moi, c'est ça la créativité, la vraie créativité. Mais comme tu dis, on a eu un creux générationnel en NBA au niveau des pivots, par exemple, pour parler de cette technique-là. Et même aujourd'hui, on a du Jokic, on a du Embiid, on a du Antetokounmpo même, mais c'est pas de la formation américaine. Ouais, Wembanyama peut-être à l'avenir s'il joue pivot. Mais c'est pas américain, comme tu dis. mais c'est marrant justement. Mais je crois qu'il y a pas mal d'Américains qui commencent à se poser la question de leur modèle de formation. Parce que dans les 10 meilleurs joueurs NBA, il y a combien d'Américains? Il doit y avoir du Stephen Curry, peut-être du Kawhi, du Durant, mais peut-être la moitié, un peu plus, peut-être, je sais pas. Ouais, puis ils sont en fin de carrière, la plupart, quand même. Tu vois, ceux que tu cites, ils ont 34-35 piges, quoi. Oui, les moins de 30 ans, effectivement. On a du Doncic, Jokic, Antetokounmpo, Embiid. Ouais, effectivement. Effectivement. J'avais voulu passer quelques articles là-dessus où sont les meilleurs Américains, quoi. Mais après, c'est aussi un truc que vous n'avez pas dans le foot, parce que le foot est déjà un sport mondial. Or, il se trouve que le basket, on a eu une mondialisation qui s'est opérée, notamment médiatiquement, grâce un peu années 90 avec Jordan, et ça s'est développé. Et aujourd'hui, en fait, c'est presque normal qu'aujourd'hui, où le basket se développe de plus en plus partout dans le monde, l'échantillon du monde est plus grand que l'échantillon des États-Unis. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait autant de stars qui sortent du reste du monde, mais c'est un peu déjà le cas en foot, par exemple. Les stars ne viennent pas que de l'Europe, je veux dire. On a déjà eu ce côté mondialisation du talent. Ouais, et puis ça fait 150 ans le foot en plus, donc c'est vrai que il y a quand même je sais pas quand le basket est arrivé, par exemple, dans les pays autres que les États-Unis. Peut-être ça fait quoi, 50 ans en gros, quelque chose comme ça, on va dire. Ouais. Tu vois. Mais déjà, c'est un sport qui est plus jeune que le foot, et puis qui a longtemps été quand même très peu diffusé en France, ou alors c'était diffusé en France et dans d'autres pays. Aujourd'hui, avec le League Pass, avec Internet, avec les highlights sur YouTube, c'est partout le basket. Et pour le coup, c'est un sport qui coûte pas cher. Il y a ce parallèle-là avec le foot. T'as pas besoin de grand-chose pour jouer au basket. Oui. Tu fais un panier avec un truc, tu vas sur une surface où ça rebondit et c'est parti. À la différence d'autres sports qui peuvent moins se globaliser. Le fait aussi que certaines stars commencent de plus en plus à briller, peut-être ouvert des portes et faciliter le fait que des jeunes Européens aillent en NBA. Mais bref, là on dérive un peu trop sur le basket. Autre point aussi, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais alors peut-être vite fait, on n'est pas obligé d'y passer 3 heures, mais le côté diversification, tu parlais de... le Liverpool justement, pardon, je fais pas exprès parce que c'est Liverpool. L'arrière latéral qui crée du jeu, je retrouve plus le nom. Alexander Arnold, c'est ça, pardon. Ouais, c'est ça. Sur le côté diversification des postes, un peu comme un NBA ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais je sais pas à quel point je trouve que la notion de poste est un peu rigide en foot, c'est mon impression, hein, et qu'on est peut-être un peu matrixé par du foot manager ou football manager ou du FIFA, où tu sais, quand tu fais sortir ton joueur pas dans le bon poste, sa note sur 100 elle passe de 82 à 49. Je dis n'importe quoi, mais et je dis ça parce qu'aussi on voit qu'il y a des Guardiola ou des entraîneurs comme ça qui font des trucs un peu dits révolutionnaires, de faire jouer des joueurs ailleurs ou avec des rôles un peu différents. Et on se rend compte que, en fait, non, c'est juste des bons joueurs et le niveau de jeu se transpose. À quel point est-ce que c'est juste mon impression, ou en effet,
il y a peut-être un côté diversification du foot qui va de plus en plus grand et sur lequel on a eu un peu l'esprit un peu fermé. Il y a déjà des joueurs qui sont capables de tenir plusieurs postes, peut-être plus qu'avant, mais surtout, et ça vient au départ d'une idée de pas mal d'entraîneurs, mais c'est en gros, pas forcément occuper de la même façon le terrain et d'être dans les mêmes systèmes quand tu as le ballon et quand tu ne l'as pas. Ouais. Alors, pas en disant simplement, en gros, on passe de 5-3-2 à 3-5-2. Pas juste la hauteur des joueurs de côté qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, City, Liverpool et autres clubs, quand ils défendent, ils vont être dans par exemple, un 4-4-2 ou un 4-3-3. Je te dis un truc comme ça, relativement au hasard, mais à peu près précis. Et par contre, quand ils vont avoir le ballon, ils vont se déformer complètement. Le latéral droit va devenir milieu central, le milieu central gauche va devenir ailier gauche, l'ailier gauche va devenir 10. Tu peux avoir 2-3 joueurs comme ça qui vont basculer d'une zone à l'autre selon la phase de jeu. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui... je n'ai pas souvenir d'équipe, même au début des années 2010, qui le pratiquaient. C'était assez rare. Alors, il y avait le Barça qui utilisait Abidal comme troisième central avec le ballon et latéral sans ballon, mais voilà, c'était un épiphénomène par rapport à aujourd'hui où une bonne partie des équipes européennes font basculer des joueurs, mais totalement de zone d'une phase à l'autre du jeu. Et c'est ça aussi qui mène les joueurs à être de plus en plus polyvalents, parce que tu vas devoir défendre comme tel poste, mais tu vas devoir attaquer comme un autre poste, ou inversement. Et ça, là pour le coup, c'est un vrai changement dans le foot d'aujourd'hui. Ouais. Et parce que la partie tactique, la partie collective, la place de l'entraîneur, l'influence de l'entraîneur et le cadre qui est posé par les entraîneurs est beaucoup plus fort et beaucoup plus prononcé qu'il ne l'était il y a 15, 20, 25 ans. Et là aussi, c'est un changement de vision, de paradigme qui peut plaire comme déplaire. Hein. Je sais qu'il y a des gens, le foot d'aujourd'hui, certaines générations, ça les saoule, quoi. Parce que c'est un peu comme les oreillettes dans le vélo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme la place des directeurs sportifs est beaucoup plus importante, mais va y avoir moins d'initiatives individuelles parce que le plan, c'est ça. Et le foot, ça va être un peu pareil. Il y a moins d'initiatives individuelles, moins de chaos, moins de sens de l'improvisation parce que les joueurs sont beaucoup plus dirigés et drivés qu'ils ne l'étaient avant. Ouais. On a un peu le même exemple en foot US, en NFL, où les très très vieux ils râlent parce que les quarterbacks d'aujourd'hui, on leur donne dans l'oreillette aussi les consignes de quelle action appeler, alors qu'avant, à l'ancienne, on faisait ça tout seul, quoi. Ouais. Il y a un peu ce truc-là, mais je dis ça aussi parce que, tu vois, je sais pas, mais des exemples récents, genre des John Stones aussi, qui passent de défense au milieu, ou des trucs comme ça. Nous, dans notre esprit, enfin, moi, je trouve, encore une fois, de l'extérieur, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression que ces gens... non, mais c'est pas possible, les défenseurs, comment tu peux le faire jouer milieu et tout, alors qu'en fait, non, c'est juste dans le jeu, concrètement, c'est quand même pas une différence si grande que ça, et c'est aussi des bons joueurs qui a priori ont des repères techniques, des repères spatio-temporels, et dans l'espace, je veux dire, sur le terrain, de très bon niveau. Donc a priori c'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas si révolutionnaire que ça, non? Quand même un peu, parce que notamment central et milieu de terrain, tes orientations sont pas du tout les mêmes. Central, t'es quasiment tout le temps face au jeu. D'accord. T'as le ballon devant toi et t'as tes partenaires devant toi aussi. Quand t'es milieu de terrain, tu vas devoir prendre l'info dans un sens, recevoir le ballon de l'autre, et ensuite reprendre l'info pour t'orienter. Tu vois, il y a vraiment d'énormes différences selon le poste que tu vas avoir, parce que c'est vrai que c'est un sport beaucoup moins adaptatif que le basket, quoi. Le basket, quand tu perds la balle, tu vas pas forcément te replacer là. Tu vois, sur la transition, il va falloir peut-être que tu suives un mec qui est pas ton mec normalement, ou tu vas t'adapter et tu vas devoir défendre dans une zone qui est pas ta zone habituellement. Bon, c'est pas grave, tu vois, il y a un mismatch, tu vas faire avec, est-ce que tu switches ou pas, il y a plein de choses différentes. Au foot, quand tu défends, normalement, tu te replaces de telle façon, quand t'attaques, tu te replaces de telle façon. Et là, le fait d'avoir deux rôles différents quand t'as le ballon, quand t'as pas le ballon, c'est quand même quelque chose qui influe beaucoup sur les capacités que le joueur doit développer. Et c'est pour ça que c'est quelque chose avec lequel il faut avoir des joueurs sacrément doués et polyvalents selon ce qu'on leur demande, notamment avec le ballon, parce que défendre, il y a aussi cette notion d'orientation de prise d'info, mais t'as pas le ballon à gérer en même temps. Donc c'est beaucoup moins exigeant. Tu peux en gros savoir défendre en tant que 6 et savoir défendre en tant que central. Ça peut exister, tu vois. Mais par contre, savoir attaquer en tant que central et attaquer en tant que milieu défensif, ou attaquer en tant que latéral et attaquer en tant que numéro 8, par exemple, là, c'est des missions quand même très très différentes, parce que
justement, tu parlais du spatio-temporel et t'as raison, les missions sont pas du tout les mêmes et t'obligent à faire des choses très différentes. Donc là, pour le coup, il y a je sais pas si c'est révolutionnaire, parce que j'imagine que dans le foot, il y a toutes ces cycliques, il y a d'autres équipes qui l'ont fait peut-être il y a 80 ans et on faisait pas gaffe, parce qu'il n'y a pas d'image, c'est pas sur Westcout, mais c'est quand même une vraie évolution. Ok. C'était pas un peu ça d'ailleurs le football total dans l'esprit, un peu des mecs qui... Ouais, t'avais cet esprit-là, mais c'est-à-dire que le reste des équipes était beaucoup moins structuré. Ouais. Donc t'avais ce côté football total qui dénotait parce que les joueurs pouvaient s'engager offensivement, quel que soit leur poste théorique, mais l'intensité défensive des adversaires, le pressing n'était pas du tout le même. Donc forcément, t'avais quand même plus de temps pour t'exprimer. C'est-à-dire que là, t'as tellement peu de temps quand t'es en milieu de terrain pour t'exprimer que ce que fait John Stones, c'est intéressant. Même si au départ, l'adaptation n'est pas forcément pour des raisons offensives. Guardiola, il le fait parce qu'il a envie d'avoir un mec qui au milieu va être solide et va savoir défendre dans des grands espaces et courir du terrain et être bon dans les airs. Mais il s'avère que Stones est capable de faire des choses avec ballon qu'on n'imaginait pas forcément d'un central il y a quelques temps, tu vois. Même si Laurent Blanc, finalement, a fait le chemin inverse parce qu'il est passé d'attaquant à défenseur central. Oui. Donc il y a toujours des profils qui vont ressembler. Mais là, c'est une vraie tendance qui se dégage depuis 2-3 ans sur cet aspect-là, d'avoir des joueurs qui changent de rôle selon la phase de jeu. Donc on a une certaine diversification tout de même, mais des exemples comme ça, ou même genre Philippe Lam qui pouvait jouer à peu près bien partout, ça reste tout de même un peu unique, quoi. Ouais, non, il faut. C'est des joueurs de très très haut niveau quand même. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et d'ailleurs, disons qu'il faut être une équipe dominante et avoir des joueurs supérieurs à l'adversaire pour le faire. Si tu le fais avec des joueurs très inférieurs, tu risques d'être vite mis en défaut parce que en fait, le joueur va se trouver dans une zone où l'adversaire sait mieux défendre que lui ne sait attaquer, par exemple. Et donc là, à partir de là, tu vas pas forcément briller. Il faut quand même avoir pas forcément des joueurs très très doués dans l'absolu, mais il faut que par rapport à ton niveau de compétition, tu sois quand même capable d'être une équipe dominante pour te permettre de faire des choses comme ça. Si City fait ça, mais que Stone se retrouve en un moment du jeu où finalement on le voit jamais dans les conditions favorables, l'adaptation elle paraîtra bête parce que elle va aller à contresens de son talent. Et on revient au mot talent, mais donc c'est quand même quelque chose qui est... Il y a des équipes qui le font et qui peuvent le faire, mais il faut vraiment des profils de joueurs très forts justement dans cet aspect adaptatif. Ok. Bon, il y aurait encore plein de trucs à dire, mais on va essayer de pas exploser le chrono. Juste pour finir, du coup, un petit jeu, comme je t'ai dit hors antenne, tout petit jeu, parce que justement, moi j'ai toujours un peu cette frustration. Bon alors, abonnez-vous à Coperna, vous n'aurez pas cette frustration, mais au niveau grand média sur ce côté scouting, force et faiblesse, c'est peut-être pas assez détaillé, je trouve. Donc je voulais faire un petit jeu auprès de nos auditeurs qui sont pas forcément calés en foot, peut-être. Si tu peux par exemple nous expliquer, faire des portraits rapides, mais vraiment très rapides, mais rentrer un peu plus dans le détail de il est bon, c'est le meilleur du monde ou c'est pas le meilleur du monde. Par exemple, c'est quoi les différences entre Mbappé et Haaland aujourd'hui, au niveau des profils, au niveau des qualités et peut-être au niveau des utilisations aussi, c'est quoi la différence entre les deux finalement ? La différence entre les deux, c'est déjà qu'il y en a un qui défend parmi les deux. Non, ça c'est un tir gratuit pour Mbappé, mais ça fait partie de leur force et de leur faiblesse. Mbappé est très inactif sur le plan défensif, c'est-à-dire que quand il n'a pas le ballon, et que son équipe n'a pas le ballon, je précise, il participe peu à ce qui se passe collectivement. Là où Haaland va être un joueur capable de déclencher le pressing de toute une équipe. C'est une vraie force chez lui. C'est un attaquant sur lequel tu peux t'appuyer pour s'impliquer dans l'effort collectif et défensif. Après, surtout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils font sur le plan offensif, parce qu'ils sont là pour ça, vraiment, dans un premier lieu, parce que c'est des attaquants. Haaland, c'est un joueur qui est très puissant, qui est d'un gabarit totalement différent, capable d'occuper toute la surface adverse pour marquer sur des situations de centre, être capable de marquer de la tête, capable de marquer de voler, capable de garder le ballon de haut jeu ou de résister à des contacts de défenseurs très costauds. Donc un joueur capable vraiment d'attendre dans une zone pour marquer. Ça c'est important parce que ça a permis à City de faire évoluer son jeu et de parfois marquer des buts sans forcément créer des décalages énormes. Parce qu'en fait il trouve des zones dans lesquelles Haaland va être dominant. Dans la surface il va être souverain. Alors que Mbappé c'est un profil totalement différent parce que c'est un profil qui va beaucoup plus dézonner. Alors que dans le jeu de City, finalement, les joueurs ont des positions offensivement, des zones à respecter quand même la plupart du temps.
Mbappé, c'est un joueur qui aime dézonner, qui aime pencher côté gauche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, il s'est plaint de son utilisation au début de saison où il trouvait qu'il était trop utilisé comme un attaquant pivot. Quelqu'un qui va alterner entre recevoir le ballon dans les pieds pour dribbler, percuter et partir en profondeur, plutôt sur des longues distances, mais même s'il est capable de faire des appels courts. Donc c'est deux attaquants qui vont marquer finalement peut-être le même nombre de buts sur une saison. D'ailleurs, il me semble que les deux sont finis la saison 1 et 2 ou quelque chose comme ça au classement des buteurs, toutes compétitions confondues, mais qui vont pas marquer du tout les mêmes buts. Mbappé va marquer des buts en prenant la profondeur, en percutant, en prenant de la vitesse. Haaland peut marquer des buts en étant en position d'attente. Et ça, c'est des choses qui les différencient pas mal. Sur le plan technique, après, c'est des joueurs aussi très différents. C'est-à-dire que Haaland, il va pas être capable de recevoir le ballon près de la ligne de touche et d'aller éliminer 1-2 joueurs pour ensuite centrer pour un partenaire. C'est quelque chose qu'il va pas faire. Il va plutôt créer des différences par ses déplacements. Alors que Mbappé, lui, a la capacité soit à se démarquer sans ballon, soit à recevoir le ballon en étant face à un adversaire, à l'éliminer pour ensuite reprendre de la vitesse et finalement créer du déséquilibre par le dribble. Ça, Haaland sait beaucoup moins le faire. C'est pour ça aussi que parfois, même si Haaland fait des saisons dans un club beaucoup plus fort collectivement, donc a tendance parfois à prendre la lumière, les gens comme Thierry Henry ou etc. préfèrent toujours Mbappé parce que finalement c'est un attaquant beaucoup plus, pas forcément complet parce que Haaland va être fort dans d'autres domaines, mais c'est un attaquant beaucoup plus multitâche que Haaland sur le plan offensif. Mbappé, tu peux l'utiliser comme neuf, tu peux l'utiliser comme ailier droit, tu peux l'utiliser comme ailier gauche, tu peux lui demander de dézonner, tu peux lui demander de décrocher, tu peux lui demander de recevoir le ballon entre les lignes, tu peux lui demander d'aller dribbler, tu peux lui demander de combiner avec des 1-2. Haaland va être moins varié dans l'utilisation de sa technique. Est-ce que j'ose faire la comparaison en tout cas l'analogie, est-ce que c'est un peu le modèle Messi était aussi très complet et peut-être plus polyvalent au niveau des positions, peut-être plus playmaker aussi et plus créateur de décalage comparé au Ronaldo de fin de carrière, on va dire, enfin pas maintenant, mais le fin de prime qui était très finisseur. Est-ce que c'est... Je te ferai plus comparaison entre Cristiano Ronaldo première partie de carrière. Ouais. Même si Ronaldo prenait beaucoup moins la profondeur que Mbappé finalement. Je te ferai plus la comparaison Thierry Henry. Ouais. Milieu de carrière quand il était à la fois ailier gauche, neuf, capable de faire les deux, de prendre de la vitesse, de percuter, mais aussi de faire des appels en profondeur. Et un attaquant comme Lewandowski. D'accord, ok. Que Haaland va plus s'inscrire dans Lewandowski. Il est plus puissant que Lewandowski, mais il va plus s'inscrire là-dedans, dans le neuf de référence, le joueur un peu plus axial. Alors que Mbappé va être ce joueur, vraiment la comparaison avec Henry, c'est celle qui me vient le plus facilement parce que c'est des joueurs qui ont quand même des qualités athlétiques notamment assez similaires. Ils dribblent pas pareil, ils finissent pas pareil, mais ils ont quand même cette tendance à pencher côté gauche. Là où tu vois, quand tu comparais Messi à Mbappé, c'est vraiment des profils totalement différents parce que Messi a une sensibilité dans la passe que Mbappé n'a pas. Messi a une vision du terrain à 180-360 degrés que Mbappé a moins, alors que Mbappé par contre prend la profondeur, ce que Messi a rarement fait dans sa carrière. Donc c'est quand même l'utilisation du ballon et de l'espace très différente. Mais donc Messi était quand même beaucoup plus, bien plus que simplement l'attaquant qui va finir. Il y a une vraie notion de playmaker de très haut niveau. Alors. C'était de toute façon c'était le joueur le plus total. Hein. À part prendre la profondeur, ce qu'il faisait un peu au début de sa carrière, mais qui n'était pas forcément sa nature. C'était le joueur capable de tout faire, quoi. Parce qu'il était capable de recevoir le ballon sous pression, capable de décrocher entre les lignes, capable de venir à côté du numéro 6 pour prendre la main, capable de recevoir le ballon côté pour percuter. C'était complet. Hein. De toute façon, c'est un joueur qui est toujours exceptionnel. Après, moi, en tant que supporter parisien, j'aurais toujours quelques tracas avec lui. mais par contre, dans l'utilisation du ballon et dans surtout la capacité à faire jouer les autres et à mettre les autres en valeur par sa qualité de passe, parce que c'est le meilleur passeur des années 2010, c'est quelqu'un de très très différent de Mbappé. Disons que Neymar aurait dû peut-être devenir la version droitier de Messi. D'accord. Avec des dribbles totalement différents, mais avec cette qualité de passe en profondeur, cette vision du jeu que Mbappé a moins, mais que Neymar a, mais pour plein de raisons, il n'est pas devenu, mais... Toi, tu irais jusqu'à dire le meilleur passeur des années 2010, c'est ça ? Messi, ouais, bah oui, largement, ouais. Okay. Que ce soit sur le plan stat ou même visionnement. Il y a eu des très bons passeurs dans les années 2010, hein. Il y a eu Mesut Özil, il y en a eu d'autres. Il y a eu De Bruyne,
Mais Messi, c'est le mec qui a créé de très loin le plus de décalage, à plus haut niveau en tout cas. Il y a eu Tino Costa aussi quand même. Tino Costa, bien sûr que j'aimais beaucoup le gaucher Tino Costa. Non, mais oui, bien sûr. Romain Pitot, les matchs mythiques de Romain Pitot face à Schalke avec Montpellier, bien sûr. Mais je te dis pas ça par hasard. Hein. Mais mais Belhanda, attends. Mais tu vois, c'est marrant parce que le côté passeur est presque sous-estimé. Du coup, j'ai l'impression pour Messi, historiquement, ou en tout cas dans son profil. Je suis pas sûr parce qu'il a fait tellement d'années maintenant, depuis 6-7 ans, où c'est parfois plus par la passe que par le but qu'il a marqué, qu'il a marqué les gens, je précise, que je pense pas. Et puis sa Coupe du Monde aussi, où il a été très passeur, tu vois, je pense que les gens ont compris que c'était plus que ça. Hein, j'ai pas les stats devant les yeux, mais... Ça en dit plus sur moi que sur... Ouais, je pense que c'est surtout toi. Okay. Moi, j'ai pas les stats devant les yeux, mais là, ça fait 10-12 ans que Messi, c'est 15 à 25 passes D par saison, quand même. Ok. Il y a très peu de joueurs qui ont ça. Est-ce que j'ose un peu de vintage ? Essaye, vas-y. Maradona et Platini. C'est quoi la différence entre Maradona et Platini ? Maradona, je l'ai beaucoup vu. Platini, je l'ai un peu moins vu. Maradona beaucoup plus explosif, qualité de puissance, d'explosivité, d'accélération que Platini avait moins. Platini, c'était vraiment un 10 traditionnel, là où Maradona était vraiment un 10 du futur, parce qu'il pouvait prendre le ballon de très loin, il pouvait exploser sur 10 mètres, il pouvait résister au contact. Platini, c'était beaucoup plus la technique pure, technique et déplacement, et qualité de finition, sérénité. Plus longiligne aussi, c'est pas le même gabarit. Platini est plus long, plus fin, alors que Maradona avait des cuisseaux impressionnants. Donc là, c'est une différence majeure entre les deux, mais les deux étaient capables de marquer des buts et de passer. Et ça, c'est quelque chose qui les réunissait par contre. Mais c'est pas du tout le même profil physiologique. Je pense que c'est ça la grosse différence entre les deux. Maradona pouvait partir dribbler 5 joueurs avec de l'explosivité, de la puissance, de la vitesse, la prise d'accélération. Platini, c'était différent. C'était des feintes, c'était des initiatives techniques, des combinaisons, une passe précise, une frappe enroulée. C'était pas du tout la même chose. Ouais, donc c'est un peu le même poste, numéro 10, mais presque pas le même métier. Ouais, deux façons totalement différentes de le jouer. Et un Maradona qui, je pense, aurait été beaucoup moins anachronique dans le foot d'aujourd'hui que la plupart des 10 de l'époque. Parce que les 10 de l'époque, même qu'un Zidane, tu vois. Même si Zidane était capable de prendre de la vitesse, mais Maradona était tellement puissant, tellement explosif, en fait, il avait, c'était un joueur anormal pour son époque. Et pour finir, peut-être du coup reculer sur au niveau des défenseurs, je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve c'est les mêmes, mais entre un Thiago Silva et un Sergio Ramos par exemple, ou alors avec un Virgil van Dijk, c'est quoi la différence entre ce type de défenseur ? Thiago Silva et Sergio Ramos, c'est une bonne comparaison parce qu'ils sont à peu près de la même génération. Sergio Ramos, il faut savoir que c'est un joueur qui commence sa carrière latéral droit, qui devient central dans le deuxième tiers de sa carrière. Et défenseur très agressif, qui aime défendre en avançant, qui aime passer devant l'adversaire, qui va vraiment le suivre de très près. Alors que Thiago Silva va être un joueur beaucoup plus dans la lecture, dans le contrôle des espaces, dans l'anticipation, qui va défendre debout plus souvent que Sergio Ramos. Thiago Silva, c'est un joueur qui pouvait jouer 6, qui a joué 6 à des moments de sa carrière avant de venir au PSG. À Milan, il a parfois joué 6. Beaucoup plus... c'est pas de la nonchalance, mais beaucoup plus dans la tranquillité que Ramos, qui va jouer à plus haute vitesse, qui, je pense, sur le plan technique, sait faire moins de choses que Thiago Silva. Et puis, de manière différente d'interpréter le poste de défenseur central. Les deux auraient bien fonctionné ensemble, pour le coup, tu vois, si ils s'étaient croisés dans un club. Surtout à une époque ancienne où il y avait, pourquoi pas, des joueurs qui pouvaient couvrir et jouer un peu libéraux, parce que Thiago Silva était toujours dans l'anticipation et finalement donnait rarement l'impression d'être dépassé, parce qu'il avait vu avant ce qui allait se passer et finalement il avait contrôlé l'appel, il avait anticipé que le ballon allait partir là dans la profondeur, donc il avait déclenché son déplacement avant pour récupérer ce ballon tranquillement et ressortir. Là où Ramos va vouloir vraiment gagner le duel en étant plus agressif, en étant plus dur physiquement, d'ailleurs il a pris beaucoup plus de cartes jaunes dans sa carrière, je pense, que Thiago Silva. Faudrait vérifier, mais à mon avis, je vais vérifier vite fait là, mais à mon avis c'est vraiment différent. Et c'est pareil d'ailleurs sur le plan aussi offensif, où Sergio Ramos avait cette envie d'aller marquer des buts, d'aller dans la surface adverse,
ce que Thiago Silva était capable de faire, mais ce qu'il a moins fait, il a, je pense, moins marqué de buts et moins marqué de buts marquants dans sa carrière que Sergio Ramos, qui avait ce côté de leadership différent aussi. Tu vois, ça c'était deux joueurs différents. Mais la comparaison n'est pas inintéressante parce que c'est des joueurs. Ramos a 37 ans et Thiago Silva a 38 ans. Ramos avait un côté en attaque Père Mertesacker qui m'est bien monté aussi sur les fins de match. Je crois qu'il y a une fois ça marche en quart de finale en 2006 contre l'Argentine et en demi ça marche pas et ils se prennent un contre. C'était. J'ai une stat de carton jaune là sur Thiago Silva et Ramos. Ouais. Donc Thiago Silva c'est 47 cartons jaunes depuis 2009 en club et même avec le Brésil sur les matchs officiels de Coupe du Monde ou Copa América. Et Sergio Ramos, alors faudrait comparer le temps de jeu mais c'est à peu près le même, quasiment le même nombre de minutes. Sergio Ramos, donc je répète 47 pour Thiago Silva, 148 pour Sergio Ramos. Ah oui, d'accord. Effectivement. T'as un peu le résumé de ce que j'ai dit sur le plan stat, la data. Et alors, autre question peut-être plus intéressante d'ailleurs, parce que du coup, c'est quoi la différence entre un Thiago Silva, par exemple, et un mec qui ferait exactement son même gabarit, les mêmes qualités physiques, on va dire. C'est quoi les qualités un peu invisibles que quand on est fan, quand on regarde de pas très loin, on voit pas? Est-ce que c'est des questions de lecture de jeu, d'anticipation, ou pareil pour Sergio Ramos? C'est quoi la différence entre un mec qui fait le même gabarit, même qualité physique, athlétique que Sergio Ramos et le défenseur de ce niveau-là, enfin de ce profil-là, mais qui joue en Ligue 2, quoi? C'est quoi ces qualités invisibles finalement? Ça c'est une très bonne question. Y a déjà, je pense qu'il y a toute la partie entraînement, préparation invisible, rigueur du gars. Parce que tu t'en rends compte souvent quand tu côtoies des gens des niveaux comme ça, et je pense que c'est pareil dans tous les sports, c'est à quel point le mec est prêt à faire des efforts pour s'améliorer. Ouais. Et alors, au départ, il y a évidemment une base qui peut être plus forte, hein, mais parfois c'est depuis longtemps. Alors que souvent, il y a des mecs qui sont en national, parce que finalement, ils n'ont pas envie de se faire chier plus pour aller plus haut, mais de manière parfois inconsciente. Alors qu'ils vont pas donner autant, ils vont pas faire autant de prépa, ils vont pas faire autant de travail invisible, ils vont pas avoir les mêmes rythmes de sommeil, ils vont pas avoir la même alimentation, pas la même hygiène de vie. Il y a tous ces aspects-là. Et ça, pour le coup, je pense que Sergio Ramos et Thiago Silva, sur cet aspect-là, les mecs sont impressionnants. Même malgré leur âge, tu vois, ils avaient 37 et 38 ans, ils arrivent à continuer à jouer au plus haut niveau. Ce qui, au poste de défenseur central, est quand même plus trop commun dans le foot d'aujourd'hui, parce qu'en général, il faut être rapide, explosif. Et le mec à 37 et 38 ans, il joue encore à Chelsea et au PSG. Ça aussi, c'est une marque de professionnalisme. Et puis après, il y a le plan technique, quand même. Où sur le plan technique, avec ballon, et même dans la technique défensive, la qualité des appuis, la lecture des déplacements adverses, la capacité à défendre debout, les deux sont quand même très très loin au-dessus de joueurs qui vont beaucoup plus facilement se faire éliminer en 1 contre 1 que eux, tu vois. Et ça, c'est... Il y a quand même un aspect technique qui est non négligeable, et puis avec ballon, ils sont capables de faire des choses, des renversements, des passes longues, des passes intérieures, de résister à la pression, des feintes qui sont inaccessibles pour des centraux de Ligue 2 ou de National. Ouais. Ok, je t'épargne mon dernier duel, qui était Daniel Alves contre Gary Boccali. C'est pas grave. Gary, champion de France. Bien sûr, bah oui, bien sûr, je reste avec mon souvenir de Gary Boccali, que j'avais vu en Ligue 2 même, que je suivais en Ligue 2 même. Ah. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit jeu des comparaisons, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, parce que c'était vraiment un super podcast. Donc merci beaucoup d'être venu sur le Basket Lab pour ce crossover. Merci Raphaël. Bah, je t'en prie. Merci à toi Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et j'espère peut-être que si vous aussi, vous suivez le basket, mais peut-être un peu le foot de loin, on aura réussi, en tout cas pas moi, pardon, Raphaël aura quand même réussi à vous apporter des éléments nouveaux dans ce côté scouting, mais niveau football. Je le dis à chaque fois, mais je passe toujours de très bons moments et j'ai toujours d'excellents invités sur le crossover. Donc merci évidemment à Raphaël d'avoir pris le temps de faire ça. Et donc, nous, de notre côté, pour la prochaine fois, on va se retrouver pour un petit épisode des stats de la saison. Donc notre format où on fait des bilans de 2023, et donc la prochaine fois, bilan et focus sur les Indiana Pacers de 2023. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Évidemment, un grand merci à Raphaël d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.